tous. Bonjour à tous. Alors, on est aujourd'hui réunis pour cette formation Magendie n'est pas un long fleuve tranquille, parce que je crois que Magendie nous angoisse quelque peu tous. Alors, le but aujourd'hui, c'est de vous relaxer, de vous donner tous les petits tips pour bien appréhender Magendie et surtout pour vous sortir de tous les faux pas et de tous les choses trappes qu'il peut y avoir dans cette magnifique procédure. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois intervenants extrêmement intéressants et extrêmement pointus sur le sujet. Alors on a Aliénor Camara-Cavaravok qui est mon auteur préféré, et même avec un E, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Tu peux ajouter Jacques qui est co-auteur. Ah, et Jacques qui est co-auteur. Ils ont fait un livre extrêmement pratique sur la procédure dont je vous ai déjà expliqué en long et en large l'utilité. Moi, c'est pas compliqué, il y en a un dans chacun de mes bureaux. J'en ai 4 au cabinet. Ensuite, nous allons donc avoir Jacques qui va nous expliquer en sa qualité d'avocat spécialiste de la procédure civile et surtout de la procédure d'appel. Il est ancien avoué, donc son avis vaut vraiment son poids en or. Et nous allons ensuite avoir Nathalie Frissero qui est professeure d'université, spécialiste en matière de procédure civile. Et je sais qu'elle a un grand fan club auprès de vous, puisque j'ai beaucoup de ces anciens étudiants qui m'ont fait un petit coucou en disant qu'elle était merveilleuse, et beaucoup de personnes qui sont absolument ravies de l'avoir en guest star aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, notre grande production, Magendie n'est pas un long fleuve tranquille, va pouvoir débuter. Pour un petit rappel, j'ai un petit souci technique. Alors, vous m'avez certainement vu tout à l'heure ramer un petit peu à essayer de préparer la formation. Comme on ne peut pas partager à plus de 2 personnes un Facebook Live, je vais partager tout simplement mon ordinateur. Et je remercie les charmants confrères qui m'ont appelé au cabinet pour m'aider à gérer et à dompter le Facebook Live. Donc, sans plus tarder, je vous mets en relation avec toute l'équipe. Voilà. Et on va se mettre comme ça. Alors, voilà. Oh, c'est pas mal ça. ok. Bien. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous nous entendez bien parce qu'on n'est pas très proche de l'ordinateur, mais ça devrait passer. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous les inscrivez dans les commentaires et je me chargerai de les répondre, de les transmettre à Nathalie et à Jacques qui vont nous parler. Alors, comme on est 3, on ne va pas parler à 3, ça ferait trop. Mais dans la mesure où la dernière formation avait porté sur la rédaction des écritures et de la déclaration d'appel, notamment devant la cour d'appel, on s'est dit qu'aujourd'hui on allait quand même peut-être pas tout à fait revoir ces questions que vous pourrez voir sur le replay qui figure quelque part sur cette page. En revanche, on va entamer tout de suite avec la question de la signification de la déclaration d'appel, quand, pourquoi, comment, et pour entamer, ensuite embrayer sur le conseiller de la mise en état et les différentes sanctions, l'instruction du dossier et les différentes sanctions. Puis, on abordera la juridiction du premier président, et puis on abordera la procédure aussi, quelques questions sur la procédure à bref délai. Donc, qui veut se lancer sur la signification de la DA, et puis ensuite on enchaînera sur les cas de caducité, d'irrecevabilité, qui traite quoi, est-ce que c'est la Cour, est-ce que c'est le Conseil de la mise en état, pourquoi, comment, et voilà. Très bien. Oui, Jacques. Bon, alors déjà parler de la signification de la déclaration d'appel et cette exigence, après on glissera naturellement, tout naturellement sur les délais, sur les sanctions et donc sur les pouvoirs de l'instruction. Donc pour rappel sur cette signification de la déclaration d'appel, bien comprendre que lorsqu'on est appelant, on a déjà 2 charges procédurales, enfin la charge procédurale qui concerne bien sûr la rédaction de la déclaration d'appel, donc pour l'instant on n'y revient pas, et puis on a 2 charges procédurales qui s'annoncent une fois la déclaration d'appel faite, c'est naturellement le dépôt, la remise au greffe plus précisément et la notification ou la signification des conclusions, le délai de 3 mois lorsqu'on est en circuit ordinaire. Et puis, à l'intérieur de ce délai de 3 mois, naturellement, on a une charge procédurale spécifique en circuit ordinaire, on parlera du circuit court. Il s'agit de la signification de la déclaration d'appel, c'est-à-dire concrètement, vous le savez, quand on fait appel, le greffe rematérialise la déclaration d'appel, adresse par lettre simple, d'ailleurs à l'intimé, aux intimés la déclaration d'appel. Et puis, si cette déclaration, au bout d'un mois, c'est l'article 902 du Code de procédure civile qui nous le dit, au bout d'un mois, s'il n'y a pas de constitution,
le greffe peut, c'est pas forcément dans tous les dossiers, le greffe peut émettre un avis à signifier la déclaration d'appel. Donc c'est un délai qui court à compter de l'avis du greffe et qui oblige donc la partie appelante à saisir un huissier pour signifier la déclaration d'appel. Et c'est bien la déclaration d'appel et ce n'est pas un autre acte. Donc ce n'est pas par exemple l'inscription de mise au rôle, c'est pas un acte, les éléments envoyés au moment de la déclaration d'appel et non pas la déclaration d'appel rematérialisée, c'est véritablement la déclaration rematérialisée par le greffe qui doit être signifiée indépendamment de tout acte. Et j'ai envie de dire, et là ça va être très intéressant d'avoir Nathalie Fricero naturellement, en tant qu'ancienne étudiant aussi, puisque aussi un ancien étudiant de Nathalie, pour pas trop le dire. Faut pas trop le dire, on peut le dire. Donc ça me fait penser un peu à Nice, voilà, ça me fait du bien. Et donc, il faut bien, donc ça va être intéressant, parce qu'aujourd'hui, vous avez bien évidemment suivi toute la question de l'annexe, et cette consécration de l'annexe, et je crois que l'une des questions qui va se poser à la suite de la solution favorable d'ailleurs sur l'annexe, qui permet une reconnaissance de l'annexe même sans contrainte ou même sans motif d'ordre technique, c'est aujourd'hui une signification de déclaration d'appel qui comporterait effectivement l'acte rematérialisé par le greffe, mais l'annexe et le fichier, et donc obligatoirement l'annexe. Et la question qui se pose, c'est de savoir aujourd'hui si la déclaration d'appel est signifiée sans l'annexe. Est-ce qu'on se dirige vers une caducité, alors même que avant cette reconnaissance de l'annexe, la Cour de cassation, comme elle ne donnait pas de statut ou de valeur procédurale à l'annexe, elle considérait qu'une signification de déclaration d'appel sans annexe restait régulière. Aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir une vraie difficulté si l'avocat signifie la déclaration d'appel alors qu'il y a une annexe et omet naturellement cette annexe dans l'acte de signification. Alors, donc j'aimerais bien avoir l'avis de... Avant de donner cet avis, je voudrais juste, pour que ce soit clair pour tout le monde, que vous puissiez donner une définition de caducité, irrecevabilité, parce que ça entraîne des conséquences différentes et je ne suis pas certaine que ce soit tout à fait... Alors ça c'était un petit peu, je suis d'accord. Alors ça c'était un peu l'étape. Tu as abordé on peut définir les termes, Nathalie. Oui. Alors je vais peut-être commencer par l'annexe parce que moi je pense aussi que d'après les textes et la Cour de cassation, la Cour de cassation nous dit que la déclaration d'appel c'est un tout, c'est un acte unique. Et vous avez noté que l'arrêté de février 2022, il précise bien qu'il faut que le fichier XML de la déclaration d'appel renvoie expressément au fichier annexe qui mentionne notamment les chefs du jugement critiqués et qu'il fait pour faire corps avec la déclaration d'appel. Donc moi je pense que le fichier il fait corps avec la déclaration d'appel et que quand on dit signifier la déclaration d'appel, nécessairement on dit signifier aussi le fichier à peine de caducité. C'est-à-dire qu'à mon avis, si on ne signifie que l'acte rematérialisé par le greffe et pas le fichier, il y aura caducité de la déclaration d'appel. C'est certain pour toutes ces raisons-là, parce que ça fait corps et que ça fait un acte unique et que c'est l'acte unique qu'il faut bien sûr signifier régulièrement. Alors, pour finir sur cette signification, il ne faut pas oublier non plus de bien vérifier la régularité de la signification. Parce que si on a signifié dans le délai d'un mois, mais qu'ultérieurement on annule la signification, la déclaration d'appel est caduque rétroactivement. C'est une conséquence inévitable et consubstantielle à la nullité de la signification. Et la Cour de cassation a bien répété que la caducité, on va y revenir sur la notion, la caducité est prononcée même en l'absence de preuve d'un grief. Et donc, dans un cas particulier, un intimé avait soulevé la caducité de la déclaration d'appel comme conséquence de la nullité de la signification. Et il avait dit, j'ai pas besoin de prouver un grief, puisque je demande la caducité de la déclaration d'appel. Non, lui a rétorqué la Cour de cassation. À partir du moment où vous demandez d'abord la nullité de la signification de la déclaration d'appel, c'est une nullité pour vice de forme, donc il faut nécessairement invoquer un grief, et si le grief n'est pas prouvé, il n'y aura pas de nullité de la signification, donc il n'y aura pas de caducité de la déclaration d'appel. Alors qu'au contraire, quand on demande uniquement la caducité de la déclaration d'appel, parce qu'on n'aurait pas respecté le délai d'un mois pour la signifier, sans parler de la nullité de la signification, une signification irrégulière, mais on n'a pas respecté le délai, à ce moment-là, on ne demande que la caducité, et là, bien sûr, on n'a pas de grief à démontrer pour l'obtenir. Donc, attention à la stratégie de l'avocat.
Si vous plaidez la nullité de la signification pour obtenir la caducité de la déclaration d'appel, il faudra obéir au régime de l'exception de nullité, il faudra prouver un grief, parce que ce sera nécessairement un vice de forme, hein, puisqu'on n'imagine pas qu'on est dans un des cas de l'article 117 du Code de procédure civile. Ce n'est pas un défaut de pouvoir de l'huissier de justice, ça sera, pardon, du commissaire de justice, ça sera une nullité pour vice de forme. Voilà. Donc ça, c'était aussi important en termes de stratégie. Oui, et dans le prolongement, ça veut dire quoi? Et ça, c'est réconfortant pour l'appelant parce que c'est un vice de forme, et on avait d'ailleurs échangé sur cette question, c'est que si l'acte de signification est atteint d'un vice de forme, et donc qui serait susceptible d'être annulé, et donc conduisant éventuellement à la caducité de la déclaration d'appel, eh bien, si l'intimé ne constitue pas avocat, eh bien, on aura un acte qui, en soi, présenterait un caractère irrégulier, mais le conseiller de la mise en état ou la Cour, eh bien, serait bien embêtée quand même pour annuler l'acte, puisqu'elle ne peut pas relever d'office un éventuel grief. Alors peut-être qu'elle avait d'autres moyens de contrôle, notamment à travers l'article 472 au final, pour apprécier la régularité ou la recevabilité. Mais en soi, c'est vrai que cet acte, durant l'instruction, eh bien, l'irrégularité de cet acte durant l'instruction, eh bien, elle échappera au conseiller de la mise en état, selon moi, si l'intimé ne constitue pas et si personne ne conteste la régularité de cet acte de signification. Alors, effectivement, c'est un peu controversé parce qu'on a un arrêt de la Cour de cassation qui précise effectivement qu'un conseiller de la mise en état ne peut pas d'office relever la nullité pour vice de forme d'une signification parce que cela impose de mettre dans le débat le grief. Or, les faits ne sont pas dans le débat. Tant que l'intimé n'a pas constitué qu'il n'a rien invoqué, les faits ne sont pas dans le débat. Et l'article 7 du Code de procédure civile interdit au juge de statuer sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Donc, il ne peut pas relever d'office une nullité pour vice de forme. Voilà. Cela étant, c'est un peu contradictoire avec l'article 472 du Code de procédure civile qui dit que lorsque la partie ne comparaît pas, que ce soit en première instance ou en appel, le juge doit vérifier la régularité et le bien fondé de la demande. Et certains juges considèrent qu'ils peuvent examiner d'office la validité de la signification d'un acte notamment, enfin la régularité des actes de procédure. Donc c'est pas évident et on n'a pas de réponse véritable fondée sur l'article 472. Voilà. Donc, dans le doute, évidemment, on va se dire qu'a priori, le conseiller de la mise en état, il ne va pas relever d'office la nullité. Parce que c'est vraiment pas dans le débat, quoi, dans ce cas-là. Voilà. Donc ça, c'était pour la signification de la déclaration d'appel. Naturellement, c'était en circuit ordinaire, avec ce point de départ spécifique qui était l'avis du greffe. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure un peu plus longuement. Et puis, on a une signification de déclaration d'appel en circuit à bref délai. Vous savez que l'article 905, sous certaines conditions, prévoit que l'affaire est instruite à bref délai, sans conseiller de la mise en état. Et dans ces cas-là, le point de départ de cette signification de la déclaration d'appel, ce n'est pas naturellement l'avis du greffe, puisqu'il n'y a pas d'avis du greffe, l'article 902 sur ce point n'est pas applicable, mais c'est l'émission de l'avis de fixation. Et c'est cette émission de l'avis de fixation qui fait courir le point de départ du délai de 10 jours en circuit à bref délai, alors que c'était un mois en circuit ordinaire, pour signifier la déclaration d'appel. Donc c'est vraiment un délai assez anxiogène, comme je pense tous les confrères le savent, et c'est très important. Après, aussi, dans la pratique, puisqu'on est sur un groupe modèle et acte de procédure, c'est de savoir, quand vous signifiez la déclaration d'appel, notamment si vous êtes en circuit ordinaire, est-ce que vous envoyez la déclaration d'appel à l'huissier, et c'est l'huissier qui se charge lui-même de signifier l'acte, ou si vous-même, dans votre cabinet, vous avez confectionné votre acte de signification avec les bonnes mentions, les bons délais, parce que l'huissier, si vous lui dites rien, peut-être qu'il va mettre 909 parce qu'en circuit ordinaire, alors qu'il s'agissait d'un circuit court. C'est possible qu'il ne soit pas aussi vigilant. Donc ça aussi, peut-être les avocats, les confrères, peut-être une obligation, au moins peut-être déontologique, soit de vérifier l'acte que va faire l'huissier, à 10 jours c'est difficile d'avoir le projet, soit de confectionner soi-même le support, l'acte de signification pour le transmettre à l'huissier. C'est une exigence qui ne me paraît pas déraisonnable pour le confrère. Oui ? Non, c'était juste pour dire souvent les huissiers, maintenant, les commissaires de justice nous demandent de toute façon, ils prennent pas beaucoup de risques, ils nous demandent de leur envoyer le projet. Ça arrive souvent. D'accord, ok. Bon. Alors il y a des huissiers quand même qui franchissent le pas, mais en tout cas, voilà. Mais il faut quand même vérifier l'acte. Oui. Et évidemment, la caducité n'est pas applicable s'il n'y a pas de réception de l'avis de fixation. Parce que quand, par exemple, c'est une procédure à bref délai de droit, un appel d'ordonnance de référé, parfois, il n'y a pas forcément d'avis de fixation envoyé, il n'y a pas de caducité dans ces cas-là. Tant qu'il n'y a pas de réception de l'avis de fixation, le délai de 10 jours ne peut pas courir, donc la sanction non plus. Ok.
Donc merci. ça, c'était le préalable sur la signification au sens large, puisque tu avais traité l'appel. Absolument. Donc merci pour ces informations et ces précisions sur la signification de l'ADA, donc dans les cas d'avis ou de bref délai. Bon, très bien. On avait, je crois, pas encore tout à fait défini caducité et irrecevabilité, ce qui peut poser une difficulté pour certains, avant qu'on aborde les conséquences en fait de la caducité et de l'irrecevabilité et autres sanctions, et plus généralement les pouvoirs et les compétences du Conseil de la mise en état, avec les apports récents sur 910.4 et 564 qui ont interloqué certains d'entre nous. Non, sur la caducité, je pense oui, mais alors ça devient compliqué. La caducité, finalement, c'est l'anéantissement d'un acte de procédure en raison, l'anéantissement rétroactif d'un acte de procédure en raison du non-accomplissement d'une charge procédurale postérieure, voilà, définie par la loi. La déclaration d'appel est caduque si on n'a pas conclu dans le délai, voilà, si on n'a pas accompli une charge procédurale dans un délai déterminé. Alors l'irrecevabilité, pour dire la caducité, elle obéit bien sûr à un régime tout à fait original. La Cour de cassation a répété, ce n'est pas une exception de procédure. Donc on le sait, donc notamment on n'a pas appliqué le régime, ça n'a pas besoin d'être soulevé in nimine litis, ça peut être soulevé en tout état de cause, sachant, on le retrouvera tout à l'heure, qu'il y a quand même aussi parfois des concentrations à respecter, mais pas en ce qui concerne la caducité. Donc c'est pas une exception de procédure, pas besoin d'un grief, ça n'a pas besoin d'être soulevé in nimine litis, donc c'est un régime autonome. Quant aux effets, le régime de la décision, ça, il n'est pas propre à la caducité, il est propre aux ordonnances du conseiller de la mise en état ou aux arrêts de la cour d'appel, qui peut aussi constater la caducité, bien sûr, ça on le verra tout à l'heure dans la répartition des pouvoirs. Et quant aux effets, ils sont tout aussi dramatiques que l'irrecevabilité, c'est-à-dire que lorsque la déclaration d'appel est caduque, contrairement par exemple à une exception de nullité, à une déclaration d'appel nulle, elle ne maintient pas l'effet interruptif de la forclusion. C'est-à-dire c'est vraiment un anéantissement rétroactif des effets de l'acte. Il faut repartir à zéro. Et souvent c'est impossible parce que si le jugement a été signifié, le délai de forclusion d'un mois par exemple pour faire appel, il est expiré au moment où on constate la caducité et on ne peut plus revenir en arrière. Sachant aussi que, évidemment, à raison de l'article 911-1, on ne peut plus non plus faire appel contre le même jugement, contre les mêmes parties, parce que c'est une double peine. On efface rétroactivement. De toute façon, on ne pouvait plus le faire si le délai de forclusion était expiré. Mais en tout état de cause, même si le jugement n'avait pas été signifié, on ne pourrait pas non plus réitérer l'appel à cause de cette disposition spéciale. L'irrecevabilité, c'est une fin de non-recevoir traditionnelle. Quand on dit que l'intimé est irrecevable dans ses conclusions, c'est une fin de non-recevoir. Donc là non plus, ça n'est pas une exception de procédure, c'est une fin de non-recevoir. On n'a pas besoin d'opposer un grief pour soulever l'irrecevabilité ou la caducité, que ce soit les conclusions ou l'appel pour l'appelant, qui n'a pas respecté son délai de forclusion pour agir. L'irrecevabilité anéantit aussi les effets de l'acte. Quand on est un intimé irrecevable, on est mort procéduralement. Donc, a priori, la Cour ne peut pas se fonder sur des conclusions irrecevables. On a un arrêt de la Cour de cassation qui le précise, quelle que soit la portée de ces conclusions. Donc, on efface tout, là encore. On ne maintient pas éventuellement l'effet interruptif de la forclusion si c'est l'irrecevabilité de l'appel. Et le régime est différent. En tout cas, ce n'est pas une exception de procédure. Voilà, Alors, il y a une question qui est posée. Pour revenir sur la signification de la déclaration d'appel, et effectivement, je pense qu'il y a une confusion entre la signification de la déclaration d'appel et les délais pour déposer les conclusions. Ah oui. Donc, à circuit court, la question qui est posée, c'est il n'y a de caducité pour défaut de signification de la déclaration d'appel que s'il y a avis de fixation. Ah oui. Point d'interrogation. Ah oui, puisque le texte dit que la déclaration d'appel, donc c'est le 905-2, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, etc. Non, c'est pas tiré 2, c'est tiré 1. C'est tiré 1. Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la Chambre, l'appelant doit... l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe.
Donc pas d'avis de fixation, pas de délai de caducité. Logique. La question, Alors après, bien sûr... la question vient, je pense, des cas de bref délai de droit. Oui, tout à fait. Et dans lesquels on sait qu'il faut conclure. Oui. Oui, non, parce que le bref délai de droit, quand on fait appel à une décision qui fait l'objet d'un bref délai de droit, à la limite, c'est plutôt rassurant pour l'appelant, parce que même s'il n'y a pas d'avis de fixation qui est émis, eh bien son délai pour conclure ne commence pas à courir. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien conclure 4 mois ou 5 mois après la déclaration d'appel. Ce n'est pas une hypothèse d'école. Comme c'était une fixation, comme c'était un bref délai de droit, l'article 908 n'est pas applicable. En revanche, ce qui génère la signification de la déclaration d'appel à bref délai, c'est nécessairement le circuit court, même si c'est un bref délai de droit, et ça nécessite naturellement, comme l'a dit Nathalie, l'émission de cet avis de fixation comme point de départ Oui, c'est ça. Ça n'empêche pas l'appelant, bien sûr, de signifier la déclaration d'appel. Il peut aussi signifier ses conclusions. Il a un mois à compter de la réception de l'avis de fixation, mais il y en a beaucoup qui le signifient avant, d'ailleurs. Ça, c'est redoutable. Et avant d'avoir reçu l'avis de fixation. Et donc là, à ce moment-là, l'intimé, lui, il a un mois pour notifier ses conclusions en réponse. Il enclenche un délai, finalement, alors qu'il n'a pas reçu d'avis de fixation. Mais la caducité ne s'applique pas. C'est toute la différence. Et sur l'anéantissement rétroactif, un point important dans le prolongement de ce que disait Nathalie, c'est parce qu'il y a anéantissement rétroactif, parce qu'il y a une caducité pour l'appelant principal, c'est que si naturellement on a un appel incident à former, si l'intimé a vocation à contester certains chefs du jugement, il a tout intérêt naturellement à former lui-même un appel principal pour ne pas éventuellement subir une caducité qui le priverait même de son appel incident si l'appelant n'accomplit pas les formalités en temps utile. Donc, pour résumer, si vous avez un intimé sur un dossier important, la priorité c'est soi-même de formaliser son appel principal, ne pas attendre forcément de formaliser cet appel incident qui pourrait tomber en cas de caducité de l'appel principal, puisque, comme on vient de le dire, cette caducité entraîne un anéantissement rétroactif de la déclaration d'appel, et donc l'appel incident tomberait également. Donc c'est une vigilance, un point de vigilance sur la nécessité de former un appel principal et de ne pas forcément compter sur un appel incident lorsque les circonstances du litige le justifient. Finalement, la question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que si l'appelant n'avait pas fait appel, est-ce que j'aurais formé appel incident ? Si la réponse est non, à ce moment-là, on peut se raccrocher à l'appel principal. Si la question c'est de savoir si on aurait fait un appel indépendamment de l'appel adverse, et dans ces cas-là, il faut formaliser son appel et ne pas compter sur son appel incident. Je pense que c'est peut-être un bon critère. Mais de toute façon, si l'appel est caduc ou irrecevable, quand on a fait un appel incident, avant de faire une déclaration de sinistre, il faut relire l'article 550 du Code de procédure civile quand même, qui rappelle que l'appel incident ou l'appel provoqué peut survivre à la caducité ou à l'irrecevabilité de l'appel principal, à condition qu'au moment où cet appel incident a été formé, l'intimé était encore dans le délai pour former appel principal, ce qui suppose notamment que le jugement n'ait pas été signifié. Voilà. Mais si le jugement a été signifié, là, voilà. Mais de temps en temps, ça peut servir, quand le jugement n'a pas été signifié, on peut se dire, tiens, je ne suis pas complètement... c'est pas fini. Oui, et juste un point sur la réitération d'appel, comme l'a dit Nathalie, effectivement, d'un côté, il y a une caducité qui est potentielle. Alors, c'est-à-dire, effectivement, 911-1 du Code de procédure civile, il interdit de réitérer son appel une fois la caducité prononcée. Donc, on pourrait s'interroger, est-ce qu'on ne pourrait pas réitérer l'appel avant le prononcé de la caducité? Imaginez, vous n'avez pas signifié la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état n'a pas encore prononcé la caducité, est-ce que du coup 911.1 serait applicable dans ce cas précis? Alors effectivement, l'article 911.1 ne serait pas applicable, mais en revanche, la Cour de cassation nous dit que dès lors que la décision de caducité n'est pas intervenue, vous n'aviez pas un intérêt à faire un appel avant la caducité. Donc finalement, vous êtes c'est l'article 32 du Code de procédure civile, défaut d'intérêt à faire appel, donc irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt. Voilà. Enfin ça, c'est ce que vous pourriez soulever si on vous opposait à l'article 911-1. Voilà, on peut tenter. Alors, une autre question, est-ce que l'appel d'une ordonnance d'orientation et sur mesure provisoire est un bref délai de droit? Qu'est-ce qu'on appelle orientation? Alors, c'est le JAF. Le divorce, pas audience d'orientation de GEX. D'accord. Et sur mesure provisoire.
Non, c'est pas GEC, ouais, dans Alors, ça, Ça, on alors, ne peut pas droit de la famille, donc... Oui, alors là... Alors oui, alors répète, alors du coup la question. oui, c'est l'ordonnance du JAF. Du JAF, tu sais. Sur mesure provisoire. Oui. Mais je vais le Alors je sais qu'à la retrouver Cour dans les d'appel de cas. Paris, dans ces cas-là, C'est ce qu'ils surtout font. l'ensemble des ordonnances, Oui. sur l'ensemble des ordonnances, ils fixent un bref délai. Oui. Donc, en raison de la nature de la décision de première C'est ça. instance. Donc, selon moi, ça militerait plutôt sur, Oui, sur oui, un mais bref délai, même si après c'est théorique, hein, parce que le bref délai devant les chambres de la famille à Mais Paris. est-ce que c'est un bref délai de droit ou est-ce que c'est fixé un bref délai, tu vois? Alors, C'est un bref délai de droit ou... Oui, il me alors semble, ça. alors, 905-1, 905. Mais moi je pense qu'on est peut-être sur un bref délai de droit, sur On 905. vérifie. Oui. On vérifie la question comme il y a 2 semaines ou 3 semaines, on donnera les réponses dans le groupe ultérieurement. Oui, parce que ça résulte pas textuellement de l'article 905, mais je me demande s'il n'y a pas Quelque chose de dans spécifique. dans quelque chose dans de- les mille. exactement. Oui, mais là je peux pas vérifier Non, ça non, tout de c'est suite, vrai. mais on va vérifier. Oui. Alors, ok, là, on n'a plus de questions sur ce point-là, donc merci beaucoup pour ces définitions, caducité, irrecevabilité. Alors maintenant, on va quitter le champ de la déclaration d'appel pour aller vers le conseiller de la mise en état et l'instruction du dossier et les différentes sanctions. Les sanctions, on vient de les énumérer, mais qui les prononce? Parce qu'il y a toujours un doute, savoir si c'est le conseiller de la mise en état, savoir si c'est la cour, qui les prononce, quelles sanctions sont prononcées, et puis quels sont plus généralement les autres pouvoirs du conseiller de la mise en état, comment se déroule une instruction, qu'est-ce qu'on peut faire valoir devant lui, qu'est-ce qu'on peut demander devant lui. Alors dans l'ordre que vous voulez, mais peut-être plutôt l'instruction avant les sanctions, je sais pas. Oui, on va mixer parce qu'en parlant des pouvoirs du Il y a juge, du forcément conseiller de la les mise en sanctions, état, oui. il y a forcément les sanctions. Alors avant, mais je laisserai la parole à Jacques, mais avant, simplement pour vous dire que actuellement il y a deux catégories de pouvoirs, hein, quand on est avocat et qu'on se demande qui saisir, la cour ou le conseiller de la mise en état. Parfois d'ailleurs c'est successif, hein. Quand le conseiller de la mise en état n'a pas statué, c'est la cour qui peut statuer, donc ça peut s'ajouter, mais on va les détailler. Il y a l'article 914 qui donne un certain nombre, qui énonce un certain nombre, limitativement un certain nombre de pouvoirs du conseiller de la mise en état, dont certains d'ailleurs à titre exclusif pendant sa saisine évidemment. Et puis il y a le fameux article 907 qui renvoie au pouvoir du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire. Alors, il faut dire que c'est un système qui est très peu lisible, et donc apparemment, dans le cadre de la réforme de l'appel, en plus de desserrer les délais, desserrer, ça veut dire sans doute les allonger, Jacques, je ne sais pas ce que Je tu pense penses, que c'est la même ce que chose. c'est qu'un desserrement, je ne sais pas ce que c'est qu'un délai serré, moi. Bref, je sais, Un mais... café, oui, mais pas un Un délai. café serré, je sais, oui, bon alors, disons que... On peut imaginer que 10 jours, voilà. c'est un délai serré. Il est quand même fortement question de supprimer l'article 907, ce renvoi au juge de la mise en état de premier degré, et de créer une vraie mise en état d'appel avec une redéfinition un peu plus précise et lisible des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Donc nous, on va énoncer les pouvoirs actuels du Est-ce que je peux CME. juste t'interrompre à ce stade-là? Parce qu'effectivement, alors je ne sais pas du tout si vous avez l'intention d'en parler ou pas, peut-être que vous allez en parler, mais il n'y a pas de mise en état, et ça je pense que c'est important de le dire. Le conseiller de la mise en état, on va voir quels sont ses pouvoirs, ses compétences et ce qu'il prononce comme sanction. Mais il est vrai que, alors en tout cas à la Cour d'appel de Paris, je ne sais pas comment c'est dans les autres cours d'appel, mais il n'y a pas de mise en état, c'est-à-dire qu'une fois on a rédigé les conclusions prévues par le Code de procédure civile, eh bien il peut s'écouler plus de 2 années avant qu'il y ait une clôture et une fixation, ce qui entraîne une péremption de l'instance. Et alors, ça aussi, donc ce serait pas mal qu'on en parle un tout petit peu, savoir ce que les avocats peuvent faire, parce que c'est la responsabilité des avocats d'éviter cette péremption, en tout cas en l'état de la jurisprudence. Absolument. Et donc, quel conseil on peut donner aux avocats lorsqu'il n'y a pas de mise en état, qu'il ne se passe plus rien après le dépôt des conclusions en agendi, et comment on fait pour éviter cette péremption, quels sont les actes qu'on peut rédiger ou transmettre à la Cour, au CME, pour éviter cette péremption. Mais on revient sur le... Pardon pour cette petite parenthèse, mais le fait que tu en parles me... Non, mais on peut éliminer la question tout de suite parce que après c'est inutile d'y revenir.
Alors effectivement, il y a quand même 2 catégories de mise en état. Il y a ce qu'on appelle la mise en état intellectuelle, dans laquelle le conseiller de la mise en état pourrait effectivement investir la totalité de ses attributions, demander aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec l'article 954 pour éviter les problèmes éventuels, etc. Mais ils n'ont pas le temps de le faire, ils ne le font pas. Donc la mise en état, c'est le greffe en fait qui suit la mise en état. C'est juste un calendrier quand il y a des dates ou des délais qui sont donnés aux avocats. Et ça, c'est la mise en état purement formelle, administrative, qui est celle qu'on voit actuellement. D'où effectivement les problèmes de péremption, parce qu'il y a des inactions, parce que l'avocat ne ressent vraiment pas d'injonction de la part du conseiller de la mise en état, il met son dossier un peu en dessous de la pile, et à la fin on arrive à la péremption. Alors vous connaissez tous la jurisprudence de la Cour de cassation, qui nous dit, tant qu'il n'y a pas de fixation, eh bien, les avocats doivent agir, ils peuvent agir, ils doivent agir. En conséquence, on peut leur reprocher leur inaction au sens de l'article 386 du Code de procédure civile, donc on peut opposer la péremption. À partir du moment où il y a une fixation, peu importe à la limite que le conseiller de la mise en état ait décidé de fixer et que l'audience ait lieu plus de 2 ans après sa décision de fixation, ce qui est quand même extraordinaire, mais ça pourrait arriver, là il n'y aurait pas de péremption de toute façon parce qu'il y a une fixation. Ça veut dire que le conseiller de la mise en état estime que l'instruction est terminée, la mise en état est terminée, il n'y a plus de charge procédurale pesant sur les avocats. Alors comment interrompre ce délai de péremption en faisant une diligence au sens de l'article 386 ? Et laquelle ? La Cour de cassation, il y a eu un arrêt dans lequel un avocat avait envoyé un bulletin, un message par le RPVA au CME en lui disant « S'il vous plaît, veuillez fixer. Enfin voilà, on n'a plus rien à conclure, veuillez fixer. » Et il avait attendu plus de 2 ans, et plus de 2 ans après, le conseiller de la mise en état avait fixé, mais arrivé évidemment à l'audience, a dit « Non, mais il y a péremption parce qu'il s'était écoulé plus de 2 ans depuis cette demande de fixation de la part de l'avocat. » Et la Cour de cassation a dit, oui, il y a péremption. Il appartenait à l'avocat de réitérer sa demande de fixation moins de 2 ans avant la première. Donc finalement, comment interrompre ? Il faut avoir un agenda bien précis, il faut avoir un logiciel qui alerte au bout d'1 an et demi en disant, là, il faut de nouveau agiter le conseiller de la mise en état, lui demander de fixer. Voilà. Oui, tout à fait. Alors voilà, non, alors, la question qui se pose, c'est est-ce que, parce que c'est une question quand même assez récurrente, est-ce que le fait de redéposer des conclusions, je prends l'exemple classique, est-ce que le fait de redéposer les mêmes conclusions que les dernières conclusions qui ont été déposées suffit à interrompre, ou est-ce qu'il faut demander, parce qu'en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation qui dit qu'il faut quelque chose qui fasse avancer le litige. Une impulsion processuelle, exactement. Or, le fait de déposer des conclusions telles qu'elles avaient été déposées précédemment 1 an et demi avant ou 1 an et 8 mois avant, est-ce que ça c'est considéré comme donner une impulsion à l'instance, au litige, ou est-ce que c'est au contraire, il faut donc ça le bannir, je donne un peu je pense la solution, mais vous allez nous dire ce que vous en pensez, est-ce que ça il faut le bannir, et au contraire rédiger une lettre au conseiller de la mise en état pour lui indiquer voilà merci de fixer ou de faire avancer quelle est la bonne diligence et quelle est la diligence à éviter en tout cas en l'état de la jurisprudence. Non, alors c'est sûr que l'impulsion processuelle ça ne peut pas consister à resignifier des mêmes conclusions, puisque là effectivement il n'y a pas de volonté manifeste de faire concrètement avancer l'affaire puisqu'il n'y a pas de moyen nouveau. Il y a certaines questions qui se posent, et d'ailleurs ça m'est arrivé sur la communication de pièces. Est-ce qu'une communication de pièces avec un bordereau isolé, est-ce que ce serait de nature à faire avancer l'affaire? Alors tout dépend le contenu de la pièce, et donc il y a une analyse peut-être à faire sur le contenu de la pièce, effectivement, mais dans ces cas-là, je serais tenté de dire si vous avez une pièce à communiquer qui serait susceptible d'interrompre le délai de péremption, resignifiez là les conclusions, mettez à jour votre liste de pièces qui doit être annexée aux conclusions, mettez même une ligne dans vos écritures pour viser cette nouvelle pièce, et là je pense que le délai de péremption sera interrompu. Et puisque les conclusions sont nouvelles. Puisque les conclusions sont nouvelles et accompagnées d'une nouvelle pièce et d'un nouveau bordereau. Il peut s'agir également d'augmenter un chiffre. Simplement, montant de préjudice. En fait, il faut quelque chose. Non, mais je veux dire, il faut qu'il y ait
quelque chose de neuf dans les Ouais. conclusions. Alors, sachant que si on augmente l'augmentation, on pourrait s'interroger si la demande Oui, la est demande recevable. est... Ouais, Par d'accord. rapport mais- aux mais- les écriture. demandes additionnelles, article 910-4, Mais on a quand même c'est fait pas avancer possible. ça. Ouais. On a, oui, mais on a Oui. quand même fait impulser Ah oui. d'une certaine Oui, manière. est-ce qu'une Enfin, il faut trouver, demande irrecevable? Mais bon, oui, tout à fait. Mais en tout cas, c'est ça. Mais, enfin, après, le moyen le plus simple, Oui. au-delà de l'acte de procédure, ça reste le courrier de demande de fixation. Ah oui. Donc Ah oui. là, un courrier explicite. J'ai une petite question, même si on sait ce que vaut cette formule sacramentelle, en l'occurrence le sous toute réserve, est-ce qu'on ne peut pas sous-tendre que derrière ce sous toute réserve renouvelé, il y ait éventuellement un moyen nouveau à faire valoir et se réserver, Non. enfin refaire courir le... Pas avec le code de procédure civile et les conclusions Ouais. récapitulatives, ça Il y ne a fonctionne des plus. Ouais. Et quand au bout de 4, quand on écrit tous les mois comme moi à la cour d'appel pour les embêter pour fixer, Oui, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. et qu'on se prend un message du président, arrêtez de nous embêter maintenant. Est-ce qu'on peut estimer Que le arrêter de nous embêter fait courir 2 mois, 2 ans. Enfin, est-ce qu'on peut considérer que... Alors, on peut pas nous alors, imposer je vais répéter la question parce que pour le Oui, C'est donc, vrai, ça la question vient de quelqu'un qui écrit tous les mois à la cour d'appel pour faire impulser le dossier et le président de la Chambre lui indique au bout d'un certain temps arrêtez de nous harceler et arrêtez de nous envoyer des courriers. Donc comment ça se résout? Et alors ça c'est la première chose. Donc, et ensuite il y a 2 questions, enfin d'abord une observation qui est qu'à Lyon, il y a une date de conférence communiquée au début de l'introduction du dossier avec une date nécessairement postérieure à l'expiration de 908, 909 et 910. Il y a fixation plutôt sinon respect d'un délai ou saisine. Donc voilà. Et une question qui est la péremption peut-elle être soulevée d'office? Si oui, par qui? Par la Cour ou le CME? Alors là, c'est facile de répondre. Là, la péremption peut être soulevée d'office, ça c'est sûr. Il y a l'article 300, alors j'ai regardé le... Voilà, 86, non peut-être pas, 88, enfin... c'est en tout cas, non, 386, c'est les diligences. Mais c'est sûr, il y a une disposition expresse, avec cette réserve quand même qu'il est bien indiqué que le juge doit demander leurs observations aux parties, contradictoires, hein, imposées, hein, encore heureux. C'était la réforme. Et ben oui, qui est compétent? Le Conseil de la mise en état, il statue sur tous les incidents de nature à mettre fin à l'instance, qui est le cas de la péremption, qui est un incident, une cause d'extinction de l'instance. Donc oui, le Conseil de la mise en état peut soulever la péremption. S'il le fait, sa décision aura autorité de chose jugée au principal, donc la Cour ne pourrait pas revenir sur la question de la péremption. En revanche, on peut déférer l'ordonnance du CME à la Cour d'appel si on conteste les conditions d'application de la péremption. Ça, c'est une première chose. Maintenant, imaginons que le CME ne l'ait pas fait, parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait péremption. La Cour peut le faire d'office. Si aucune partie n'a soulevé la péremption, il n'y a donc pas d'autorité de chose jugée d'une quelconque ordonnance du CME, donc la Cour peut relever d'office la péremption, à condition de demander aux parties leurs observations. Oui, alors sauf dans ces cas-là, alors ça je suis d'accord, mais ça renvoie à d'autres problèmes, c'est lorsque la Cour relève d'office cette question, est-ce qu'elle doit renvoyer à la mise en état pour permettre pour permettre un double degré de juridiction, parce qu'il y aura une rupture d'égalité avec le déféré, parce que si la Cour statue d'office sur cette question, sa décision ne sera pas susceptible de recours sur cette question. Si elle renvoie à la mise en état, on aura un conseiller de la mise en état avec un recours interne, entre guillemets, qui est le déféré. Donc c'est vrai que moi je milite plutôt dans ces cas-là, que ce soit pour la péremption ou pour autre chose, si la Cour doit relever d'office, si elle peut, eh bien qu'elle renvoie quand même à la mise en état pour garantir au moins le double degré de juridiction entre la décision du conseiller de la mise en état et le déféré. Mais elle ne le fera pas forcément pour la caducité qui n'aurait pas été relevée par le CME. Elle relève d'office. Le tout, c'est qu'elle demande leurs observations aux parties. Et moi, j'ai même vu des cours d'appel demander leurs observations par une note en délibéré. Oui, bien sûr. Pour ne pas réouvrir même les débats. Est-ce qu'on peut, du coup, puisque cette question est posée, parler tout de suite des avis de 2021 et 2022 ? Alors, juste quand même un point sur la péremption, parce qu'il y a 2 arrêts peut-être importants pour un petit peu rassurer les avocats, ou en tout cas pour faire des warnings. Premier point, c'est que quand on parle des avis de fixation qui ne font plus courir le délai de péremption, c'est des avis de fixation au fond, puisqu'il y a eu un arrêt récent qui vient d'être rendu où c'était un avis de fixation d'incident, pour un incident. Dans ces cas-là, c'est totalement inopérant sur le délai de péremption. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il y a un arrêt quand même qui était assez rassurant, c'est sur, parce que vous savez que lorsque l'instance est interrompue, le délai de péremption est également interrompu. Mais en principe, cette interruption du délai de péremption profite à celui qui aurait intérêt à reprendre la procédure. Et là, la Cour de cassation vient de nous dire, si on comprend bien, qu'en matière de procédure collective, lorsqu'une partie fait l'objet d'une procédure collective,
le délai de péremption est interrompu à l'égard de toutes les parties et pas seulement au bénéfice de celui qui avait vocation à reprendre spontanément la procédure et qui a fait l'objet d'une procédure collective. C'est sans doute dû à l'indivisibilité Oui, à l'indivisibilité, qui est applicable dans ce domaine-là. En revanche, naturellement, une partie décède, l'instance est interrompue, donc pour les éventuels ayants droit, le délai de péremption ne court pas. Ouais. En revanche, pour l'adversaire, là, le délai de 2 ans continue à courir et donc il y a intérêt à s'inquiéter. À écrire tous les mois. À s'inquiéter. Déjà, à reprendre la procédure. D'ailleurs, je me demande si dans ces cas-là, la seule demande de fixation serait interruptive, puisque si une instance est interrompue, Ah bah oui, non, là, il faut une reprise. ouais, il faut une reprise. Je pense que c'est le seul acte qui permettra Oui. de refaire courir le délai de péremption. Oui, Pas encore dans Oui, donc tu disais, Léonore. Non, rien, je suis en Et donc c'est vrai que, ne serait-ce que dans les les instants- avis, ouais. Non, même c'est important dans le dialogue avec les juridictions, ne serait-ce que pour la question du péremption et pour assurer les avocats, eh bien de veiller soit, si on sait que les délais d'audiencement sont longs, eh bien de faire fixer les affaires, Oui, c'est oui, notamment oui, la de question, demander. par exemple l'appel devant la chambre sociale, l'appel du pôle social Oui, du oui. tribunal judiciaire à Paris, c'est quand même de bonne politique de fixer tout de suite dès l'appel, même si c'est dans 3 ans, ben au moins il n'y a pas de délai de péremption qui court, et puis ne serait-ce que d'appliquer l'article 912, puisque l'article 912, c'est vrai que quand les échanges des conclusions sont intervenus, en principe le dossier est rappelé pour la fixation. Donc peut-être il y a un dialogue à renforcer pour ne serait-ce que de jouer sur ces Alors, il y a une question qui est question Magendie et appelle incident de l'intimé. Soit un intimé qui camoufle dans ses conclusions un appel incident. Le fait que ce ne soit pas expressément spécifié dans les conclusions d'intimé permet-il de s'affranchir du délai de 3 mois? Donc j'imagine que ce que veut dire la question, c'est que les conclusions ne sont pas intitulées conclusions d'appel incident. Parce que, en réalité, il faut regarder. La première page n'a pas de. Voilà, il faut absolument, quand on est un appelant principal, regarder le dispositif tout de suite des conclusions de l'intimé, parce que c'est dans le dispositif qu'on verra s'il y a un appel incident, peu important que les conclusions ne s'intitulent pas conclusions comportant appel incident ou conclusion de... Avec un point important selon moi, et ce que je vois passer devant la Cour, c'est lorsque l'on est intimé, donc effectivement, comme le dit Alénore, la première page, on s'en fiche, mais en revanche, le dispositif est important, et l'intimé, lorsqu'il doit formaliser son appel incident, il en parlait d'ailleurs avant notre présentation, c'est de clairement demander l'infirmation partielle du jugement, et même de détailler les chefs jugements critiqués. S'il n'y a pas le mot infirmé dans ses conclusions, ça veut dire que la Cour ne pourra que confirmer sur les points qu'il critique. Parce que là, je vois passer des fois devant la Cour des conclusions en disant confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a alloué la somme, en ce qu'il a limité la condamnation, statut à nouveau condamné. Là, ce n'est pas un appel incident valablement formé, parce qu'il faut, même en tant qu'intimé, solliciter formellement l'information partielle du jugement, et encore mieux, puisque c'est dans la charte de présentation, détailler les chefs du jugement. Là, pour l'intimé, ça vaut le coup. Et en tout cas, avoir cette rigueur, cette exigence pour l'intimé. Oui, parce que la Cour de cassation a rappelé que ces exigences dans les conclusions, elles valent aussi bien pour l'appelant principal que pour l'appelant incident. Hein. Absolument. Ok, est-ce qu'on peut donc parler des 2 avis qui ont permis de répartir, précisément tu parlais des incidents, la compétence du CME, pardon, sur ces questions de sanctions, et donc quelles sont les sanctions qui relèvent du pouvoir du CME et de celles de la Cour. Et est-ce que ces avis donc, de 2021, je ne sais plus de quelle date, de 2023, 3 juin 2021 et 11 octobre. 11 octobre, c'est vrai, 11 octobre c'était la veille de mon anniversaire. Tout à fait. 11 octobre 2022 pour le second qui a tranché la question donc, de 564 et 914. Alors peut-être déjà rappeler ce que ça veut dire, ce que sont 564 et 914, et ensuite établir bien la distinction entre la Cour et le CME. Alors, il faut commencer par dire que devant le juge de la mise en état, comme vous le savez, l'article 789 précise qu'il est compétent maintenant. Hein, depuis la réforme, on ne va pas refaire de l'histoire parce qu'elle évolue tellement vite, l'histoire, que c'est toujours un peu compliqué, puis c'est lassant à la fin. Donc, le JME est compétent pour les fins de non-recevoir, d'accord, en première instance. L'article 907, il renvoie à l'article 789, sixièmement. Donc, le conseiller de la mise en état est compétent aussi pour statuer sur des fins de non-recevoir. On sait que l'article 914 du Code de procédure civile donne déjà au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
Il y a donc d'autres fins de non-recevoir qui ne sont pas listées dans l'article 914, mais qui sont listées évidemment dans l'article 789 sixièmement, ou plus exactement qui ne sont pas listées, puisque le texte dit statut sur les fins de non-recevoir. Il y a donc beaucoup d'autres fins de non-recevoir qui ne sont pas listées dans l'article 914 et qui tombent dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état en raison de l'article 907. Le problème, c'est de savoir lesquelles. Quelles sont ces fins de non-recevoir que l'on ne connaît pas parce qu'elles ne sont pas listées dans l'article 914 et qui pourraient tomber dans l'escarcelle du conseiller de la mise en état. Alors, dans le premier avis, puis après je laisserai Jacques faire un commentaire, dans le premier avis, la fin de non-recevoir dont étaient saisis le conseiller de la mise en état, c'est la Cour d'appel de Lyon, c'était la prescription de l'action de première instance. Quand le demandeur avait agi en première instance, son droit était déjà prescrit, mais personne ne l'avait vu, personne ne l'avait soulevé. Peut-on soulever pour la première fois une irrecevabilité de la demande en raison de la prescription en appel? Bien sûr que oui. Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. La seule chose qu'on risque, ce sont des dommages d'intérêt si on a eu une intention dilatoire d'attendre avant de les soulever. Donc, il a soulevé cette fin de non-recevoir et, plaidant l'article 907 renvoyant à 789, il s'est dit, oui, bien sûr, c'est pas dans la liste de l'article 914, mais moi, je vais quand même saisir le CME, qui est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le CME en question, mais il y avait déjà des arrêts, il y avait beaucoup d'ordonnances. La moitié disait, je suis compétent, l'autre moitié disait, non, c'est pas moi, c'est la Cour, etc. Donc le CME a demandé un avis à la Cour de cassation, qui a répondu le 2 juin. Tu vas le dire? Oui, le 3 juin, alors exactement. Non, le 3 juin. C'était la veille de l'anniversaire de je sais pas qui. C'était longtemps, le 3 juin 2021. Oui, alors le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, et là on peut en discuter, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Voilà, le conseiller de la mise en état, ce n'est pas un juge d'appel. Si jamais il dit oui, le droit a été prescrit, ça veut dire qu'il fait tomber le jugement. Et ce n'est pas dans son pouvoir de faire tomber une autorité de chose jugée. Donc la Cour de cassation dit, à partir du moment où la fin de non-recevoir de première instance risque d'affecter le jugement et l'autorité de la chose jugée, eh ben c'est la Cour qui statue et pas le conseiller de la mise en état. Alors où je suis d'accord, c'est, peut-être en nuance, elle ne dit pas affecté, elle dit accueilli. Donc la question qui se pose, et on voit des décisions aussi sur Paris, c'était de dire, est-ce qu'il y a si je rejette? Oui, il y a une discussion. C'est-à-dire que, imaginez, la fin de non-recevoir n'a pas été soulevée en première instance, donc une prescription, donc vous avez tout à fait vocation à la soulever devant la Cour, et vous saisissez, alors dans le doute, il faut saisir le conseiller de la mise en état, et est-ce qu'au vu de cet avis, et c'est quand même certaines chambres à Paris suivent cette hypothèse, eh bien le conseiller de la mise en état, soit il rejette la fin de non-recevoir, d'accord? Et dans ces cas-là, il ne modifie pas, il n'est pas susceptible de modifier ou d'infirmer la décision de première instance. Soit, si on reste en avis, si elles étaient susceptibles d'être accueillies, et donc d'infirmer la décision, dans ces cas-là, il renvoie au fond. Donc moi j'ai déjà vu des décisions de conseillers de la mise en état qui s'autorisaient, dans le cadre de leur office, de rejeter la fin de non-recevoir, d'accord? Parce que ça ne modifiait pas, ça n'entraînait pas implicitement, on va dire, l'infirmation de la décision de première instance, mais que dans le cheminement, si elles étaient susceptibles d'être accueillies, parce que le conseiller, avec un examen, disait que ça présentait un caractère, on va dire, sérieux, dans ces cas-là, il disait que ça appartient à la juridiction, à la formation collégiale de statuer sur cette fin de non-recevoir. C'est pas toutes les cours ne font pas ça, mais à Paris, j'ai vu des ordonnances. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que moi, je trouve que c'est une interprétation un peu byzantine de l'arrêt de la Cour de cassation, qui a bien l'air de dire que, en théorie, si la fin de non-recevoir pouvait, dans la mesure où elle est accueillie, pour modifier le jugement, ce qui est quand même le cas de la prescription, si on l'accueillait, ça pourrait, donc ça tombe dans l'escarcelle de la Cour. Parce qu'autrement, ça veut dire quand même qu'on donne au conseiller de la mise en état un pouvoir, parce que, et s'il se trompe, le conseiller de la mise en état, s'il dit ça n'est pas prescrit, et que sur déféré, la Cour dit « vous êtes trompé, c'est prescrit », ça veut dire rétroactivement qu'il n'aurait pas dû statuer quand même, ce conseiller de la mise en état. Donc moi je pense que, non, le conseiller de la mise en état, quand c'est vraiment une fin de non-recevoir qui risquerait potentiellement d'affecter le jugement, il doit s'abstenir. Alors je suis d'accord, mais quelles sont les fins de non-recevoir qui ne seraient pas susceptibles d'affecter moi je pense qu'il n'y en a pas. Des fins de non-recevoir de première instance, il n'y en a pas. Donc l'avis est... Mais la Cour de cassation a déjà dit à propos des exceptions de procédure qu'en aucun cas, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur une exception de procédure de première instance. Par exemple, la péremption de l'instance de la première. Alors,
il pourrait statuer sur certaines fins de non-recevoir de première instance et pas sur les exceptions de nullité ou de procédure de première instance. Ça, je suis d'accord, hein, le droit n'est pas une science exacte, mais quand même, il faut avoir une certaine cohérence dans l'interprétation. Moi, je pense que non, le conseiller de la mise en état, ça ne montre pas dans ses pouvoirs. Maintenant, s'il le faisait, eh ben, il faudrait faire un recours pour excès de pouvoir. Ouais, mais est-ce que s'il rejetait une fin de non-recevoir, est-ce qu'il aurait vraiment excédé ses pouvoirs? Ah oui, pour moi, il aurait excédé ses pouvoirs. Mais je suis sûr de rien et j'en mettrai certainement pas ma tête à couper parce que j'y tiens. Et que tout se plaide. Alors, ok, donc là, on était sur l'avis du 3 juin 2021. Voilà. Et la patatras, donc on comprend que Donc finalement, il n'a pas éclairci. Ah oui, il a quand même jeté un petit doute. Oui, alors avec un point important et que je vois souvent en pratique, parce que la première partie de 3 juin 2021, le conseil de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal. Mais il y a des fins de non-recevoir, effectivement, qui ont été soumises au tribunal, parce qu'elles n'avaient pas été soumises au juge de la mise en état, et le tribunal a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir. Donc dans ces cas-là, elles n'avaient pas été tranchées, puisqu'elles avaient été déclarées irrecevables. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si on retombait sur une nouvelle compétence du conseil de la mise en état, et ça, c'est pas une hypothèse d'école, si on ne saisit pas le juge de la mise en état, mais on saisit le tribunal de la fin de non-recevoir, le tribunal déclare irrecevable, et on peut dire que la fin de non-recevoir n'a pas été, elle a été soumise, est-ce qu'en disant que c'est irrecevable, il a quand même tranché, il a rendu une décision en statuant en droit? C'est une juridiction, effectivement, quand il tranche, j'aurais tendance à penser en tout cas. Oui, en tout cas... c'est pas soumise, c'est tranché, c'est différent. Oui, mais tranché, on ne dit pas dans quel sens. Oui. Non, mais tout se plaide, hein, il faut. Non, mais dans le doute, par exemple, face à ça, dans le doute, je saisis le conseiller de la mise en état pour pas qu'on le reproche. Bien sûr. Alors, de toute façon, si vous avez un gros doute, vous ne savez pas, parce que quand vous entendez Jacques Belluchage, maintenant vous ne savez plus qui saisir. Hein. Donc, dans le doute, vous faites 2 jeux de conclusion. Hein. Un adressé spécifiquement au CME et l'autre à la Cour. Parce que si jamais il déclare qu'il n'a pas le pouvoir, ça risque d'être ennuyeux. Il sera temps de saisir la Cour. Mais bon. Donc, alors, d'abord, Elisabeth, bonjour. C'est pas grave, 18h, vous aviez noté 18h, c'est pas grave du tout, puisque vous avez le replay après, donc pas d'inquiétude. Ok, donc 3 juin 2021. Oh. Alors maintenant, octobre. On arrive au 11 octobre 2022. La veille d'une grande date. La veille d'une énorme date, mais 45 ans. Mais Bon, Jacques, vas-y, va. Oui, donc premier avis sur le premier périmètre du pouvoir du conseil de la mise en état, et ce deuxième avis a tranché 2 questions qui étaient un petit peu irritantes pour le praticien, vous le savez. Premier point, enfin, pas notamment pour le praticien, mais pour d'autres, pour les universitaires aussi. Premier point, est-ce que le conseil de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées des demandes nouvelles, des prétentions nouvelles? Et puis, les deuxième précision qui est apportée par cet avis, est-ce que le conseil de la mise en état est également compétent pour statuer sur, on va dire, les prétentions nouvelles, on va dire sur l'exigence de l'obligation de concentration des demandes qui sont tirées de l'article 910-4 du Code de procédure civile. Vous savez que devant la Cour, que l'on soit appelant ou intimé, vous êtes tenu en vertu de l'article 910-4 du Code de procédure civile d'émettre, c'est l'obligation de concentration des demandes, de développer l'ensemble de vos demandes, l'ensemble de vos prétentions. Si vous soulevez une nouvelle prétention dans votre deuxième jeu de conclusion, cette demande, elle est irrecevable. Hein, d'accord ? Donc c'est une obligation de concentration des demandes, et c'est en quelque sorte un caractère nouveau de la prétention dans le deuxième jeu d'écriture par rapport au premier jeu. Et puis, prétention nouvelle par rapport aussi à la première instance. Vous comprenez, il y a 2 caractères nouveaux. Et donc dans cet avis du 11 octobre 2022, la Cour de cassation nous dit, avec une distinction, mais peut-être là Nathalie pourra nous en dire plus, entre procédure d'appel et droit d'appel, eh bien elle considère que les questions de prétention nouvelle par rapport aux conclusions, par rapport aux demandes de première instance, et la question d'obligation de concentration des demandes, c'est-à-dire les prétentions qui seraient nouvelles par rapport au premier jeu d'écriture devant la Cour, ces 2 irrecevabilités, eh bien, elles échappent à la compétence du conseiller de la mise en état et elles relèvent uniquement du pouvoir de la Cour pour statuer sur la question des prétentions nouvelles par rapport à celles émises en première instance et par rapport aux prétentions nouvelles par rapport au premier jeu de conclusion avec l'obligation de concentration des demandes. Mais moi, je trouve que ça reste des prétentions nouvelles par rapport au premier jeu, c'est 910-4. Alors,
Oui, enfin, le 910.4, il vous oblige à concentrer. Si vous voulez, en appel, vous avez la possibilité de former des prétentions nouvelles, hein, vous le savez. Indépendamment de l'article 564 qui dit que c'est interdit. Après 566 nous dit toutes les prétentions qui sont l'accessoire, le complément, des prétentions initiales, le complément nécessaire. Bon, des prétentions initiales sont recevables. Donc on peut faire une demande additionnelle, on peut augmenter les dommages d'intérêt, on peut réclamer le préjudice moral alors qu'on n'y a pas pensé en première instance. Bon, il y a beaucoup de prétentions nouvelles qu'on peut faire. Et bien ces prétentions nouvelles, il faut les faire dans les conclusions de 908. Ce n'est pas forcément les premières d'ailleurs, parce que moi, on peut très bien faire 3 jeux de conclusion dans le délai de 3 mois. Oui, c'est vrai. Voilà. Ce sont les dernières conclusions que vous avez dans le délai 908. Ou 909. Ou 909 pour l'intimé, évidemment, ou 905 un mois pour l'appelant, comme d'ailleurs pour l'intimé dans ses conclusions en réponse. Donc, il n'y a absolument aucun problème, on peut faire. Mais si on n'a pas concentré dans le temps, eh ben, toute prétention nouvelle recevable qu'on aurait formulée après le délai 908, eh ben, elles sont irrecevables. Et là, la Cour nous dit qu'il s'agisse de demandes nouvelles irrecevables parce qu'elles ne sont pas le complément ou l'accessoire des prétentions initiales, ne nous demandez pas les critères de la complémentarité et du caractère accessoire. Hein. Il y a vraiment des variables dans la Cour de cassation, on ne sait pas exactement ce que c'est. De toute façon, il faut tout tenter. Hein. Et puis après, on voit. Voilà. Et souvent l'adversaire, il ne pense pas à soulever l'irrecevabilité de la prétention, parce que ça a un vague lien avec les prétentions initiales, donc il n'y pense pas tellement. Mais donc il faut essayer. Hein. Mais c'est la Cour. Mais moi, ça me paraît logique, parce que c'est du fond quand même. Ouais, alors, cet avis, il est motivé sur la distinction entre ce qui relève de l'appel et ce qui relève de la procédure d'appel. Oui. Déjà, ça c'est peut-être à expliciter. Oui. Et de mémoire, cet avis vise également la bonne administration de la justice. Ouais. En gros, la bonne organisation de l'avis du Conseil de la mise en état, parce qu'on se rend compte, on s'est rendu compte devant les tribunaux judiciaires avec la réforme de 2019, que de transférer les fins de non-recevoir au juge de la mise en état, ça avait occasionné une panique totale, une mauvaise gestion en fait des dossiers avec, bon bref, ça voilà. Et donc là, l'idée de la Cour de cassation, j'imagine, c'est en visant cette bonne administration de la justice, de permettre au Conseil de la mise en état de ne pas être submergé par un trop grand nombre d'incidents, et donc de transférer à la Cour, voilà. Mais donc, est-ce que tu peux peut-être expliquer la différence entre ce qui relève de l'appel et ce qui relève de la procédure d'appel ? En tout cas, ce qu'a voulu dire la Cour de cassation, parce que c'est pas nécessairement hyper limpide à la lecture de l'avis. Est-ce que, voilà. Ben oui, non, c'est compliqué, parce que ce qui relève de la procédure d'appel, Jacques, on a l'impression que c'est déjà dans l'article 914. C'est l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, c'est la caducité, la déclaration d'appel, l'irrecevabilité de l'appel, ça c'est de la procédure. Mais on voit bien que les prétentions, c'est quand même du fond, c'est pour mesurer l'étendue des pouvoirs et de l'effet dévolutif de la Cour d'appel. On imagine mal un conseiller de la mise en état dire « cette prétention n'est pas liée aux prétentions initiales par un lien nécessaire ». C'est pas du tout dans ses attributions, c'est pas le juge d'appel. Donc ça paraît logique. Mais moi j'ai l'impression quand même que c'est limité à ces deux hypothèses. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, oui. Et c'est vrai que la question de l'effet dévolutif, la Cour de cassation, elle avait déjà tranché d'ailleurs avant ses avis. Oui. Hein, vous savez, quand une déclaration d'appel ne contient pas l'échec du jugement critiqué, la sanction c'est effectivement l'absence d'effet dévolutif. Et la Cour de cassation avait rappelé que le constat, hein, puisque c'est ainsi qu'elle formule, le constat qui n'opère pas, ou l'absence de saisine de la Cour sur l'effet dévolutif, ça ne relève pas du conseiller de la mise en état, mais ça relève du pouvoir de la Cour. Donc c'est vrai que sur la question des prétentions nouvelles, c'est vrai que ça renvoie davantage à l'effet dévolutif qu'à une simple irrecevabilité de procédure, même si bien évidemment on peut tout le Oui. Alors, mais bon, enfin, peut-être qu'elle a voulu ouvrir peut-être à d'autres cas. Peut-être que demain, il va y avoir une autre charge procédurale dans la procédure d'appel. Je ne sais pas, on dessert les délais, mais pas forcément les charges procédurales. Hein, je reste dans les objectifs. Donc peut-être que demain, il va y avoir une autre charge procédurale, à peine d'irrecevabilité d'un acte, et ça tomberait dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état. La Cour de cassation, elle n'a pas voulu être trop, de définir de manière extrêmement précise ce qu'elle entendait par les pouvoirs de la Cour. Et avec cette formule que le Conseil de la mise en état, il statue plutôt sur ce qui concerne la procédure d'appel, elle a peut-être ouvert sur d'autres sanctions demain qui pourraient peser sur le non-accomplissement d'une charge procédurale, hein, et qu'on ne connaît pas encore.
Bon, en tout cas, en l'état, cet avis, alors vous vous souvenez que les avis, ce ne sont pas des arrêts, mais comme c'est la deuxième chambre de la Cour de cassation quand même sur ces questions relativement nouvelles qui les rend, on peut imaginer que la jurisprudence sera conforme à ces avis. En tout cas, cet avis, mais comme vous le disiez Nathalie, lorsque vous avez un doute, toujours saisir les deux. Voilà. Alors là-dessus, Fathia observe que la difficulté de saisir par deux jeux le CME et la Cour et la condamnation à des indemnités d'article 700. Alors que nous saisissons pour préserver les intérêts des clients. Oui, mais quand il y a un doute, est-ce que le Conseil de la mise en état va vraiment... C'est ça. Sur la question des demandes nouvelles, c'est vrai que lui-même, quand il est perdu, tout le monde est perdu. Il faut simplement expliquer que les deux ont été saisis parce que, en l'état de la jurisprudence ou des textes qui ne sont pas clairs, etc., il y a un doute. Et donc, c'est pas une volonté d'encombrer le rôle du CME, mais simplement éviter une irrecevabilité postérieurement de la Cour, de la question soulevée. Bon. Alors, une autre question de Fathia, une question pour le coup, pas une observation de Fathia, qui est demande de nullité de la saisine du tribunal relève de la compétence de la Cour, en l'occurrence pas de citation délivrée après opposition à injonction. Donc bref, la nullité de la saisine du tribunal. Non, ça relève, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, d'une exception de procédure devant le tribunal. Donc si c'est une exception de procédure qui avait vocation, donc ça relève de la Cour et non pas du tribunal. Et oui, parce que là c'est un appel nullité, appel annulation contre le jugement, dû à la nullité de la saisine de l'acte introductif d'instance. C'est la Cour qui statue. C'est ça. C'est pas le CME. Ok, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Donc, sur cette question répartition, maintenant au moins, pas nécessairement clair sur le tout, mais sur 564 et 910.4, on sait que c'est la Cour. Et pour le reste, alors le CME, il est compétent pourquoi et quels sont ses autres pouvoirs? D'accord. 914, vas-y, oui, alors peut-être juste, mais ça renvoie d'ailleurs au pouvoir du Conseil de la mise en état. Soit je voulais faire un petit point quand même sur un warning sur quelques délais durant l'instruction pour attirer l'attention sur les avocats, avec quelques points de jurisprudence. C'est déjà, et là j'ai eu dans un dossier d'arbitrage assez énorme, une difficulté sur un déféré, sur un délai de déféré. Alors attention sur la computation, donc on est sur l'instruction, donc sur la computation des délais. 15 jours là. Voilà, 15 donc jours vous savez du prononcé, mais avec le prononcé qui tient lieu de jour. Oui, tout à fait. Même si le délai est libellé en jour, voilà. Donc là, il y a beaucoup de difficultés qui peuvent se poser. Oui. En fait, on a 14 jours. Oui, on a 14 jours. Donc c'était vraiment très important. Ça, c'est le premier point sur le déféré. Deuxième point, pas de délai de distance sur le déféré, c'est-à-dire que si vous avez un client à l'étranger, c'est 15 jours, vous n'avez pas... Et c'est justifié par le fait que le déféré n'est pas une voie de recours. Absolument. Et que les textes visent l'appel, l'opposition, etc. Et donc il n'y a pas de délai de distance. Pas de délai de distance également de la même manière pour saisir la cour de renvoi, après un arrêt de cassation. Donc si votre client est à l'étranger, vous ne bénéficiez pas d'un délai de distance par rapport au délai de 4 mois si l'arrêt de cassation a été signifié. Donc ça c'est important, pas de délai de distance déféré pour la même raison d'ailleurs, ou le renvoi après cassation. Sur le renvoi après cassation, et là je vois beaucoup parfois de difficultés, n'oubliez pas, vous saisissez la cour de renvoi, votre délai pour conclure court à compter de la déclaration de saisine et c'est un délai de 2 mois et non pas un délai de 3 mois que l'on pourrait reproduire de manière automatique. En cas de saisine de la cour de renvoi, délai pour conclure, à peine de caducité d'ailleurs de la déclaration de saisine, c'est un délai de 2 mois et pas un délai de 3 mois et ça c'est vrai qu'on voit souvent des difficultés à ce sujet, donc on rentre dans une autre procédure quand vous avez devant la cour la cour de renvoi. Et puis un dernier warning quand même sur les délais. Vous savez qu'en matière d'appel provoqué, là aussi on voit pas mal de difficultés, vous êtes intimé, on va simplifier, lorsque vous devez former un appel provoqué à l'encontre d'une partie qui était bien sûr présente devant le tribunal mais qui n'avait pas été appelée par l'appelant principal, votre délai pour former appel à incident provoqué, c'est un délai de 3 mois, mais ça veut dire que c'est votre assignation qui doit être délivrée dans le délai de 3 mois. Vous ne bénéficiez pas dans ce cas-là, vous savez, du délai d'1 mois supplémentaire de l'article 911. Donc vous formez un appel à incident provoqué contre une partie présente devant le tribunal mais qui n'a pas été appelée par l'appelant principal, vous devez bien sûr l'assigner et cette assignation doit être faite dans le délai de 3 mois
d'accord, sans bénéficier du délai d'un mois supplémentaire de l'article 911 du Code de procédure civile au vu de la rédaction de l'article 909. Donc là, c'est vraiment, je crois, ce que je vois en pratique, c'est vraiment les difficultés où j'ai voulu quand même attirer votre attention là, sur ces différentes questions. Et avec 2 points, et après peut-être on repartira, notamment donc avec le côté anxiogène sur ces questions, et puis les côtés un peu plus rassurants sur 2 points. Est-ce que ces délais de procédure, notamment ces délais pour conclure, est-ce qu'ils sont susceptibles d'être suspendus ou interrompus? D'accord? Donc 2 points, et on va aller rapidement. C'est qu'il peut être suspendu au seul bénéfice de l'intimé, vous le savez, lorsqu'il y a une demande de radiation. De radiation. Donc cette demande de radiation, elle doit être faite dans le délai pour conclure de l'intimé, et ça c'est important, c'est-à-dire que si vous êtes dans un circuit à bref délai, vous avez 1 mois pour former cette demande de radiation, et elle doit être formée non pas devant le conseiller de la mise en état, mais devant le premier président de la Cour, puisqu'il n'y a pas de conseiller de la mise en état, avec une exigence toute particulière aussi, peut-être, je ne sais pas si c'est à Paris ou si c'est ailleurs, c'est que là encore, le délai d'1 mois il est respecté, ce n'est pas la date de délivrance de l'assignation, c'est la date d'enrôlement de l'assignation, puisque le texte dit ça doit être présenté au premier président, et avec cette formule, on considère que c'est l'enrôlement qui doit être effectué dans le délai d'1 mois, et non pas simplement la date de délivrance de l'assignation. Donc sa suspension du délai pour conclure, pour l'intimé, et puis pour toutes les parties, il y a cette interruption du délai pour conclure, en cas notamment, et là c'est très en vogue, de médiation ou d'ordonnance donnant injonction de rencontrer un médiateur. C'est 910-2 du Voilà, Code. exactement, avec il y a eu un arrêt important au début de l'année qui a défini plus ou moins quand le délai recommençait à courir, avec peut-être une suggestion que l'on peut faire aux confrères, c'est lorsque vous êtes en médiation et que vous n'avez pas conclu, lorsque la médiation prend fin, exigez quand même clairement du médiateur un courrier, une attestation de fin de mission. Ouais. Même d'ailleurs si ça dépasse les 6 mois, parce que c'est vrai qu'en principe c'est limité à 6 mois, mais je voyais dans le dernier arrêt de cassation, il renvoyait au juge en disant que le juge a constaté c'était au-delà de 6 mois la fin de la mission, donc le délai recommençait à courir. En tout cas, ce qu'on peut peut-être suggérer aux confrères. Oui, mais il faut faire attention parce que vous avez vu que maintenant, quand le juge enjoint de rencontrer un médiateur en appel, mais comme en première instance, il fixe un délai pour l'accomplissement de la mission. Donc il faut veiller à respecter ce délai quand même, et puis... Alors a fortiori, si le délai est dépassé, mais que la médiation est toujours en cours... Ah oui, mais ça c'est très ennuyeux, parce que la Cour de cassation, dans cet arrêt-là, a bien précisé que des pourparlers informels, c'est-à-dire quand il n'y a pas de convention de médiation ou de médiation judiciaire, les pourparlers informels n'ont aucun effet sur les délais. Donc à la date, à l'expiration du délai fixé par le juge, à mon avis, c'est terminé. Les délais d'agenda repartent. Ouais. Donc il faut être très vigilant. Alors, une question d'Elisabeth. Pour l'appel provoqué, c'est 3 mois à compter de la DA ou 3 mois à compter des conclusions de l'appelant? Non, pour l'appel provoqué qui émane de l'intimé. Si c'est un appel provoqué qui émane de l'intimé, c'est le délai de 3 mois court à compter la notification des conclusions de l'appelant. Oui. Ils n'ont pas la déclaration d'appel. Non. Et si c'est l'appelant qui fait un appel provoqué sur un appel incident de l'intimé, à ce moment-là, l'appelant qui devient, l'appelant principal qui est en même temps appelant provoqué, lui, c'est dans les 3 mois pour répondre à l'appel incident de l'intimé. L'appel incident de l'intimé le provoque, mais comme lui, article 910, il a 3 mois pour répondre à l'appel incident de l'intimé, il a lui-même ce même délai de 3 mois pour faire un appel provoqué. Exactement. De toute façon, on est toujours enfermé dans un délai. Il est toujours de 3 mois. Il n'y a que le point de départ qui change, mais c'est ou 908 pour l'appelant, ou 909 pour l'intimé, ou 910 pour les autres, pour l'appelant principal intimé, évidemment, d'un appel incident qui, lui, veut faire un appel provoqué. Il est aussi dans le délai de 3 mois de l'article 910. Non, mais la procédure civile, c'est pas très compliqué, mais c'est assez Rubik's Cube quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les agencer. On l'avait vu déjà au barreau il y a 4 ans, c'était infernal. Non, mais non, là on peut pas faire un dessin, mais avec un dessin c'est plus facile. Un dessin c'est plus facile. Tu as un tableau si tu veux. Non, mais le tout c'est de retenir qu'un appel provoqué, en général, ça met en cause une partie en première instance qui n'a pas été intimée par l'appel principal. Donc cette partie-là, elle peut être intimée soit par l'intimé principal, soit par l'appelant qui est provoqué par l'intimé.
Voilà, en fait, c'est ça. C'est tout, c'est facile. Et donc, et j'ajoute, alors ça c'est un point très complet, quand vous rédigez des conclusions en réponse, surtout dites bien, indiquez bien le nom du concluant, parce que l'appelant principal, il est en même temps intimé incident sur l'appel incident de l'intimé, et appelant provoqué sur le même appel incident. Donc, quand il répond à quoi? À l'appel incident? Est-ce qu'il fait des conclusions additionnelles comme appelant principal ou est-ce qu'il répond comme appelant provoqué? Donc il faut marquer Monsieur Dupont. Alors conclusion en réponse, je ne sais pas comment vous le formalisez, mais d'appel, enfin non, mais là c'est une assignation pour l'appel provoqué, donc là c'est différent. Mais quand on répond dans les conclusions, on essaye d'indiquer la position procédurale du concluant. Oui, ne serait-ce que sur la première page, soigner la première page avec les qualités procédurales. Voilà. Appelant principal, intimé, incident, voilà, exactement. Provoqué, etc. Intimé, provoqué, appelant provoqué, etc. Pour que le juge s'y retrouve, c'est toujours la même chose. Autrement, lui-même, il va avoir des difficultés à savoir à quoi vous répondez, quoi. C'est tout. C'est une question présentation des écritures. Alors maintenant qu'on a parlé du conseiller de la mise en état, on a terminé sur le conseil de la mise en état? Alors, non, moi je voulais quand même ajouter quelque chose d'important sur le 914 et les pouvoirs du conseiller de la mise en état, c'est de dire, faites attention aussi à la concentration des prétentions devant le conseiller de la mise en état. Il peut déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question sur la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. Donc, par exemple, je saisis le conseiller de la mise en état, je plaide 1. L'irrecevabilité de l'appel parce que l'appelant n'a pas respecté son délai d'1 mois. Voilà, forclusion. Et puis tout d'un coup, le conseiller de la mise en état me dit il faut apprendre à compter, maître, pas du tout, il n'est pas irrecevable. On continue. Et le lendemain, je m'aperçois en fait qu'il y a une autre cause d'irrecevabilité, c'est qu'il n'avait pas intérêt à faire appel. Eh bien, je ne peux plus saisir le conseiller de la mise en état pour lui demander de déclarer l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt de l'appelant. Je devais concentrer ces deux causes des moyens d'irrecevabilité dans mes seules conclusions adressées au conseiller de la mise en état. D'accord? Donc, attention. Attention aussi, je saisis le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir, peu importe, défaut, il n'a pas respecté le délai. Et 2 jours après, je me rends compte qu'il y a une exception de nullité de la déclaration d'appel. C'est trop tard, parce qu'il faut bien sûr respecter la chronologie entre exception de procédure qui doivent être soulevées in litis et irrecevabilité ou caducité. Si je développe d'abord une fin de non-recevoir, je ne peux plus plaider devant le conseiller de la mise en état une exception de procédure qui doit être soulevée in litis, article 74. Donc, attention à ces éléments. Et attention aussi, j'ai vu en jurisprudence, faites attention quand vous envoyez vos conclusions. Étudiez d'abord votre dossier à l'aune des exceptions de procédure, notamment, et ensuite au fond. Parce que quand vous envoyez par le RPVA vos conclusions au fond 908 ou 905-2, peu importe, veillez à ce qu'elles sont horodatées maintenant. Veillez à bien envoyer au conseiller de la mise en état d'abord vos conclusions sur les exceptions d'incompétence, ne serait-ce qu'avec 1 heure d'écart. Enfin, voilà, parce que moi j'en ai vu un comme ça, il avait envoyé, alors c'est un avocat, il avait envoyé dans le même message les 2 conclusions simultanément, à la cour et au conseiller de la mise en état. Mais l'ordre des messages, vous savez que dans leur on voit les 2 messages, on peut voir s'il y en a un. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre dans le même message. Non, il ne faut pas le mettre dans le même. Mais dans le même message, il avait écrit, je ne sais pas quoi, un message en disant, voilà, j'envoie les conclusions au CME, virgule, et à la cour au fond. Alors, il a essayé de plaider et à la cour, donner à la cour que c'était antérieur, etc. Donc, il vaut mieux éviter ce genre de problème et les envoyer par des messages distincts, évidemment. Et puis surtout, attention quand vous rédigez vos conclusions. Vous avez vu cet arrêt où un avocat, alors il avait posé des conclusions devant le conseiller de la mise en état, c'était un incident qui relevait de sa compétence 914. Et il avait mis « plaise à madame le conseiller de la mise en état » et en dessous, dans les conclusions, il a mis « plaise à la cour ». Voilà. Alors l'adversaire a dit « ah, mais c'est irrecevable ». Voilà. Bon, là, la contestation... La cour a été sympa, mais on en avait parlé la dernière fois. Voilà, elle a dit ça va, vous avez droit à l'erreur, mais méfiez-vous, ça pourrait ne pas durer. Donc voilà, on fait attention à ces éléments. Donc voilà ce que je voulais dire sur la présentation. Autre chose sur le conseiller de la mise en état. Oui, le conseiller de la mise en état, une absence de pouvoir du conseiller de la mise en état, ça c'était important aussi, c'est sur la force majeure, et notamment sur la question, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, de la signification de la déclaration d'appel. Vous savez que dans certaines circonstances,
on peut tenter d'écarter la sanction de l'article 908 ou de l'article 909 par le biais de la force majeure, mais en revanche, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, la signification de la déclaration d'appel, qui est susceptible d'être déclarée caduque, ça n'est pas signifié dans le délai d'un mois, elle, on ne peut pas invoquer une force majeure pour tenter d'écarter la sanction tirée de la caducité. Donc c'est vrai que il faut avoir cela à l'esprit, sur la diligence, on revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, sur la charge de la signification de la déclaration d'appel, il n'y a absolument aucun filet si naturellement vous laissez passer le délai. La force majeure, elle pourrait se retrouver sur la question des conclusions. Il y a eu d'ailleurs de la jurisprudence un peu abondante, 70 anciens avoués avaient fait en période Covid, est-ce que oui ou non, il y avait un regard bienveillant sur la force majeure de la Cour, pas toujours d'ailleurs. D'ailleurs, il y avait une distinction qui était très importante qui se dégage, parce que c'est un peu dur sur la force majeure, mais ce qu'on peut constater quand même sur la force majeure, donc la possibilité de l'invoquer utilement, on va dire, c'est la structure du cabinet qui l'invoque, un exercice individuel, le magistrat aura ça c'est pour l'avocat malade. Voilà, l'avocat malade aura un regard bienveillant sur la force majeure. En revanche, une structure groupée avec plusieurs avocats, etc. Là, la force majeure est passée quasiment jamais. Donc ça aussi, c'est important avant de se réfugier de manière légitime ou pas derrière la force majeure, de connaître sa structure pour pouvoir l'invoquer utilement. Ok, alors avant de passer au point suivant, comme on vient de parler du procès de la mise en état et de la répartition des pouvoirs entre le conseil de la mise en état et la cour, est-ce qu'on pourrait avoir un tout petit mot sur le président ou le président de chambre ou le magistrat délégué oui, par le bon, président. On va parler du président. Voilà. Mais donc sur les brefs délais, est-ce que c'est exactement la même répartition ou bien sûr non. Là aussi, d'après ce que j'ai compris, la réforme va créer une mise en état dans la procédure à bref délai parce que là, c'est infernal. On a des textes qui définissent les pouvoirs du président de manière limitative et en plus de manière assez insécurisée. Et donc il n'a pas exactement. Donc voilà. Ah ben non, il n'a pas les pouvoirs du CME. Non, c'est pas la même répartition quand on est en bref délai. Non, effectivement, on a vu tout à l'heure qu'en matière de bref délai, lorsqu'on est en matière de bref délai, il n'y a pas de désignation d'un conseiller de la mise en état. Donc si bien sûr il n'y a pas de conseiller de la mise en état, il n'y a pas d'incidents qui ont vocation à être présentés devant lui. Mais pour autant, on a l'article 905-2 du Code de procédure civile qui ouvre la voie à la saisine du président de chambre pour trancher certaines questions, tirées notamment, alors là, expressément de la caducité de la déclaration d'appel, de l'irrecevabilité des conclusions, et puis par déduction, puisqu'il y a un alinéa qui considère que les décisions du président de chambre ont également autorité de chose jugée lorsqu'il tranche une question sur la recevabilité de l'appel. Donc ça laisse supposer, ou pas d'ailleurs, qu'il a aussi compétence, le président de chambre, pour trancher les questions relatives à la recevabilité de l'appel. Donc le président de chambre, il a principalement pour pouvoir, compétence pour simplifier, de trancher les questions de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions, et une interrogation sur la possibilité pour lui de trancher les questions d'irrecevabilité de l'appel. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, après, après il y a un déféré devant la Cour. Tout à fait. En revanche, les autres incidents, les exceptions de nullité de la procédure d'appel, tout ça, c'est la formation collégiale et pas le président. Et même sur l'irrecevabilité, ce qu'on constate, c'est que même si on reconnaît un pouvoir au président de chambre pour statuer sur la recevabilité de l'appel, ça reste une recevabilité, on va dire, assez light. Par exemple, sur le délai d'appel, une question d'intérêt à agir, de qualité à agir. Le président de chambre peut-être dira non, ce n'est pas forcément dans les pouvoirs qui sont définis à l'article 905-2. Donc c'est des pouvoirs un peu plus restreints, mais ça permet quand même de purger quelques questions. Et là, il est vraiment question d'établir une mise en état en procédure abrégée. Alors peut-être pas la désignation d'un conseiller de la mise en état, mais pourquoi pas, ou alors attribuer au président de la Chambre les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Parce que réunir une formation collégiale pour aller statuer sur une exception de nullité, c'est peut-être pas forcément opérationnel, mais bon, après, pour l'instant, c'est le cas, en tout cas. Ouais. Alors, il y a une question qui pourrait se poser aussi, ça je crois qu'on n'a pas la réponse, c'est est-ce que, vous savez que, puisqu'on a parlé des conclusions, lorsque, bien sûr, il n'y a pas le mot affirmation, annulation, il y a deux sanctions, soit ça va devant la Cour,
et la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, soit, et c'est depuis un arrêt du 4 novembre 2021, le conseiller d'analyse en état, ou la Cour, mais on va dire le conseiller d'analyse en état, peut prononcer la caducité aussi de la déclaration d'appel. Donc je ne pense pas qu'en circuit à bref délai, le président de chambre puisse se saisir de cette question pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de mention de l'information, de la mention d'information dans le dispositif des conclusions de la planche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pourtant, il y avait un arrêt de 2019 qui a dit que dans ce cas-là, les conclusions sont irrecevables. Oui, elles ne sont pas conformes à la... Or, il est compétent pour l'irrecevabilité des conclusions. Donc, c'est relativement... Moi, je pense quand même qu'il aurait compétence. Mais voilà, c'est une solution jurisprudentielle et pas législative, enfin légale, mais... C'est vrai. Alors, on pourrait quand même constater l'irrecevabilité des conclusions et par voie de conséquence la caducité. Mais c'est vrai que l'arrêt quand même du 4 novembre 2021, il ne reprend pas clairement l'arrêt de 2019 sur l'irrecevabilité. Donc c'est vrai que c'est pas, on en langue de Dieu, mais c'est pas clairement une irrecevabilité. C'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'il y a caducité? Oui, parce qu'il y a des premières conclusions non conformes. Mais il va pas jusqu'à dire irrecevable. Mais bon. Mais l'arrêt de 2019 disait qu'elles étaient irrecevables. Oui, je suis d'accord. Parce que non conforme. Et qui n'avait pas été publié, je crois, en 2019. Non. Oui, mais non conforme, c'est quoi comme sanction non conforme? Oui, je suis d'accord. Ça n'existe pas en procédure, ça. C'est recevable, irrecevable. Je suis d'accord. Voilà, bon, cela dit, la Cour de cassation est disruptive. Elle est capable de on verra maintenant qu'on a changé de président de chambre aussi. Oui. Enfin, momentanément, on n'a pas de président encore. Oui, Alors. Donc merci pour ces précisions donc, sur CME, président de chambre et cour. Et maintenant, je voudrais qu'on aborde, c'est génial parce qu'on les actionne tous les deux sur n'importe quel sujet en procédure, mais comme c'est aussi d'actualité parce qu'il y a pas mal d'erreurs qui sont commises, et voilà, sur l'appel compétence. Parce qu'il y a la requête, il y a etc. Comment ça se passe exactement devant le premier président Voilà, parce qu'il n'y a pas toujours très bien maîtrisé. Alors déjà, d'un point de vue très concret, comment vous êtes avocat, comment vous devez faire un appel compétence. Donc, un appel compétence, donc c'est effectivement lorsqu'on est en présence d'un jugement statuant uniquement sur une question de compétence, pas sur un jugement tranchant le fond et également la compétence. Quand je parle de jugement, ça regroupe également les ordonnances, puisqu'aujourd'hui c'est le même régime. Donc dans cette hypothèse, on a effectivement le Code de procédure civile qui nous dit que l'appel est formé dans les conditions d'un jour fixe, de droit en quelque sorte, donc pas besoin de justifier du péril ou de l'urgence. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque vous êtes avocat, que vous devez faire l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, il faut se mettre devant son RPVA et préparer 2 messages. Déjà, le premier message, c'est la déclaration d'appel, donc de manière tout à fait classique, sauf à préciser dans l'objet, dans la portée de l'appel, qu'il s'agit d'un jugement statuant sur la compétence. Si vous faites les choses bien, vous devez aussi mettre les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, même si on le mentionne dans la compétence. Et il est impératif également, dans le même message, lorsque vous faites votre déclaration d'appel, de joindre les conclusions motivant le recours. Donc c'est les conclusions d'appel, ou avec un dispositif, infirmer le jugement s'il s'est déclaré compétent ou incompétent, statuer à nouveau, déclarer, etc. Donc ça, un premier message destiné au greffe, avec la déclaration d'appel classique et les conclusions motivant le recours, c'est la première formalité. Et parce que vous êtes en matière de compétences et de jours fixes, vous devez établir un deuxième message RPVA, cette fois-ci destiné au premier président. D'ailleurs, ce n'est pas le même onglet. Le premier onglet, c'était enregistrer une déclaration d'appel. Lorsque le deuxième message, c'est enregistrer une déclaration de recours. Et après, c'est vous savez, l'écran final, c'est requête au fond. Là, vous joignez tout ça. Donc, dans ce deuxième message, vous devez reprendre les parties appelant intimées. Et vous devez joindre impérativement, et là c'est au format PDF, donc vous avez établi votre acte Word, vous l'avez converti en PDF, la requête à jour fixe, le projet d'ordonnance, la preuve de votre déclaration d'appel, d'où l'intérêt de faire quand même le premier message de l'appel avant la requête à jour fixe pour justifier de l'appel. Ça je fais au plus simple parce qu'on aurait peut-être éventuellement 8 jours, etc. Mais vous n'allez pas avec le délai de quinzaine, on fait les 2 messages le même jour, la déclaration d'appel, et ensuite donc, le message destiné au premier président, vous joignez les conclusions motivant le recours, pour la bonne forme, la requête à jour fixe et la déclaration d'appel pour justifier naturellement que vous avez formé appel.
et ensuite vous avez le retour de l'ordonnance, et là vous procédez comme en jour fixe, c'est-à-dire que vous assignez un jour fixe à une date qui aura été déterminée. Donc c'est lorsque le juge statue sur les questions de compétences ou dans certaines matières particulières, notamment sur l'appel, vous savez, c'est pour ça qu'on parlait de ça tout à l'heure, en matière de l'appel de jugement d'orientation, lorsqu'on est sur l'appel d'un juge de l'exécution, c'est également de la même manière un jour fixe de droit qui impose cette double formalité, déclaration d'appel avec les conclusions motivant le recours, et l'autre formalité, c'est la requête à jour fixe. Donc pour le jugement d'orientation, il n'y a pas les conclusions motivant le recours, mais on va dire, comme c'est la requête à jour fixe, il y a quand même la motivation. Voilà, est-ce que c'est clair? Non, je vous vois. Si, non, non, mais alors c'est vrai que c'est un peu périlleux. C'est un peu périlleux, et sachant que quand vous avez le retour de votre assignation à jour fixe, la Cour de cassation nous dit, eh bien, vous devez par RPVA déposer votre assignation à jour fixe, donc c'est pas la procédure bien sûr, elle est écrite, donc vous ne devez pas déposer à l'audience votre retour de votre assignation, il y a une obligation de communication avec le greffe des actes par voie électronique, là aussi sous peine de caducité. Donc c'est quand même très rigoureux cette procédure à jour fixe. Il y a quelques solutions rassurantes, notamment si vous déposez votre assignation et qu'il manque 3 pages de votre assignation, la Cour de cassation nous dit non mais c'est un vice de forme, ça cause pas de grief, vous assez régulièrement assigné. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est quand même une procédure assez anxiogène avec ces doubles messages et après la nécessité d'assigner à jour fixe. Et n'oubliez pas que parfois quand vous avez le retour de l'ordonnance, elle fixe la date d'audience, mais elle fixe parfois la date à laquelle vous devez assigner les intimés. Donc il faut bien sûr s'y tenir, et c'est une procédure qui est parfois un peu périlleuse, mais bon, il faut la mener. Donc là aussi, il est proposé ou suggéré de tout faire passer dans le bref délai, quoi. Pourquoi c'est pas dans le 905? C'est ça. Oui, au lieu d'avoir des formes aussi oui, c'est sûr complexes. que c'est complet. Et puis c'est des frais d'huissier. Je veux dire, c'est vrai que c'est des fois et comme le litige est indivisible, même si le plus souvent en matière de compétences, si vous avez quand même que 3 parties, là par exemple concrètement, j'ai fait un appel, je n'étais pas vraiment concerné, et j'ai été obligé de remettre 15 parties en cause et d'assigner 15 parties parce qu'on était sur une seule question de compétence et que naturellement il fallait que tout le monde soit là. Donc c'est vrai que le bref délai, ça pourrait être une bonne formule pour essayer d'assouplir ce carcan un peu rigide de l'appel compétence. Alors, donc, est-ce qu'on peut resynthétiser, parce que Elisabeth demande, et on assigne avec la dénonciation des conclusions de l'appel principal, point d'interrogation, et la DA et nos conclusions, point d'interrogation. Ben, on assigne avec tout ce qu'on a déposé. Donc quand on assigne à jour fixe, vous assignez avec votre requête, très important. C'est la requête c'est fondamental, parce que ça, c'est ne pas l'oublier, surtout pas. Oublier la requête, non, mais parce que c'est justement très souvent, enfin en tout cas c'est une vraie question, ne pas oublier la requête. C'est pas parce que vous avez l'autorisation d'assigner à jour fixe que vous êtes dispensé, donc, et que vous assignez à jour fixe, que vous êtes dispensé de la requête, parce que évidemment on fait valoir que bah oui, mais puisqu'on a eu l'autorisation, c'est qu'on a déposé la requête. Oui, mais non. Oui, mais la requête le texte, c'est ça, la requête peut être motivée et il peut ne pas y avoir de. Donc, elle peut remplacer les conclusions. Donc, il faut absolument, impérativement penser à signifier la requête. Ça, c'est une erreur qui est fatale. Si je puis dire. Oui, tout à fait. Plus l'ordonnance, plus l'ordonnance, plus les conclusions motivant le recours, plus la déclaration d'appel. Et alors, après, reste la question aujourd'hui de nos jours, si j'ai envie de dire, des pièces. Parce que très concrètement, en principe, les textes nous disent que les pièces sont déposées au greffe, etc. En pratique, vous déposez votre requête à jour fixe qui est de droit. Je connais peu de personnes qui, 3 jours après, vont déposer au greffe alors qu'il a déjà eu le retour de l'ordonnance avec l'autorisation d'assigner à jour fixe. Donc il faut trouver un moyen, et moi je suis quand même assez partisan dans ce genre de procédure, eh bien d'intégrer dans l'acte lui-même un lien de communication de pièces, de téléchargement. D'abord, ça permet d'éviter d'annexer des pièces à l'acte. C'est pas une RGPD. Non, mais ça dépend. Non, j'ai pas dit oui transfert, j'ai dit. C'est pour ça que je parlais d'un lien de téléchargement sécurisé. Donc après, il reste à trouver une bonne formule. Mais je pense que ça allège. Parce que des fois, je reçois des actes avec des annexes de pièces, mais c'est des actes illisibles qui ont un coût énorme pour son auteur. Et je pense qu'un lien de téléchargement, c'est pour ça que je n'ai pas forcément parlé. Comme oui transfert, un lien de téléchargement permettrait quand même d'alléger un petit peu les formalités. Donc il y a peut-être une réflexion aussi à avoir avec le barreau, pour permettre, avec le CNB et plus largement sur la question des communications de pièces, pour ne pas saturer le RPVA par les communications de pièces, et 2, dans ce type une assignation classique ou une assignation à jour fixe, de permettre des liens sécurisés. Je crois qu'au Canada ou autre, vous savez, quand vous concluez, il y a des liens hypertextes
avec les pièces et vous cliquez sur la pièce et la pièce s'affiche, etc. Donc c'est pas quand même quelque chose de totalement illusoire d'essayer de rénover la question de communication de pièces, y compris dès l'assignation. PV1-2 qui est même pas en fonction et déjà rénové tout ça. Mais en tout cas, la question de communication de pièces, le lien, moi je suis assez partisan pour alléger un peu les actes, plutôt que d'annexer 30 pièces sur un acte avec des coups de feuillet, de copies, qui rendent presque l'acte illisible au bout. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir. Alors, il y en a qui impriment encore, mais... Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est vrai que maintenant, on travaille quand même de plus en plus sur écran, avec beaucoup en 2, voire 3 écrans, ce qui m'impressionne toujours. Mais c'est vrai, il y a des réflexions à avoir, parce que je ne suis pas certaine que ce soit beaucoup plus écologique, parce que j'ai appris qu'un mail, ça coûtait quasiment plus cher que... Mais oui. Enfin, c'est en termes horrible. écologiques. Ah oui, l'empreinte carbone. Ah, c'est épouvantable, les ordinateurs et les algorithmes. C'est fou. C'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça. Et en plus, comme ils n'ont pas assez de puissance, notamment dans les blockchains, quand ils créent des actifs numériques, ils viennent absorber nos propres... Alors voilà, si c'est assez clair sur... Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions sur l'appel compétences, parce que c'est vrai que c'est très casse-gueule. Ces questions de j'oublie de signifier quelque chose, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ils en ont connaissance. Ou c'est dans... Non, c'est hyper formel, ça n'a aucun sens, mais c'est hyper formel. Oui. Donc, en attendant une réforme, peut-être... Oui, mais moi, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un allègement du formalisme. Je pense qu'il faut s'attendre à un autre formalisme dû justement au développement du numérique. Parce qu'au formalisme du code s'ajoutent après des contraintes formelles dues au numérique. Et ça va progresser, parce que comme vous le savez, le RPVJ, le réseau privé virtuel justice, il est en pleine transformation. Là, ils sont en train d'étendre Portalis, qui est donc un autre système informatique, et avec Portalis notamment on pourra envoyer des pièces. On pourra envoyer des pièces, ça sera bien. Mais ils essayent aussi de développer par exemple les liens hypertextes dans les conclusions. Voilà, ça c'est l'avenir. Mais pour les magistrats, comme ça le magistrat quand il recevra les conclusions, il clique sur et il aura la pièce qui s'affiche. Alors que pour l'instant il est obligé d'attendre le dépôt de dossier pour avoir la pièce, qui est quand même gênant pour apprécier la situation. Donc ça c'est ce qui va progresser. Oui, Perplex, des fois, ils demandent les données. C'est très fastidieux, c'est pas au point. Perplex, oui. Oui, absolument. Non. Mais ils nous demandent de mettre sur clé USB aussi. Oui, clé USB. Mais oui. Voilà. Sauf que les clés USB, c'est pas vraiment sécurisé. Après, ils ont peur de les mettre dans les ordinateurs, qu'il y ait un virus qui passe en même temps. Avec ces avocats, il faut se méfier. Allez savoir quel virus ils vont introduire dans le RPVJ. Donc, ils tremblent. Mais je les comprends d'ailleurs, parce que c'est pas évident. Une clé USB, c'est quand même pas non plus... Alors, ça me fait pas mal. Elles sont neuves. Non. Moi, je sais que dans le contentieux de la tarification à l'activité, parfois on a énormément de pièces, parce qu'on a plein de trucs pour les dossiers médicaux contre la CPN, pour les établissements hospitaliers. On a parfois vraiment des grosses pièces, et donc on achète carrément des clés USB parce que c'est plus simple, et on leur dit quand même qu'on les a achetées exprès, donc elles sont neuves, jamais utilisées. Et il y a quand même certains greffiers, les 3 quarts nous disent oui évidemment, parce que ça arrange tout le monde, mais il y a certains greffiers qui nous disent ah oui, non, maître, on n'a pas le droit des directives. Oui, non, les consignes, Mais tu vois, ce qui est très drôle, c'est que quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement, des ordonnances de roulement modificatif qu'on avait reçues et de la procédure à suivre pour déposer les dossiers, et qu'on nous demandait quand même pour chaque dossier une clé USB. Oui, mais on va quand même pas souhaiter. Donc non, c'est pas possible. D'abord, où acheter les clés USB et puis on va pas souhaiter le retour du Covid pour... Mais tu vois que c'est drôle comme en fonction de... Tu vois, en fonction de la circonstance. Formaté, il y a J'ai jamais eu le retour de ma clé USB en tout cas. Mais vous avez beau l'acheter de neuf, votre clé. À un moment donné, vous l'avez introduite dans votre ordinateur pour y mettre les pièces. Et ça suffit pour introduire un J'entends virus. bien, mais quand on est généralement avocat, on a quand même des systèmes informatiques qui sont normalement protégés. Oui, mais le problème, c'est qu'alors on fait comment? Parce que par exemple, quand on est devant 26 caisses adverses, on fait comment pour les... Mais sachant que sur le RPVJ et les magistrats ils rédigent leurs décisions sur WordPerfect, c'est même pas Word tout court. Ah non, c'est Word. Et puis quand il donc à partir de là, pas du tout et sur quand on a le fichier Word, on la renvoie. Et Word, c'est lisible pour nous. On peut pas lire. C'est vrai. J'entends que ce soit compliqué, mais quand on n'a pas une solution... Non, il y a un gars qui s'est créé un essaie de système faire un peu plus comme on homogène. peut.
Surtout que Non mais, président, ça non, mais exagère. aussi ce qui est intéressant, et ça je l'ai dit, ce qui est intéressant c'est de voir que ceux qui travaillent sur le WinSys, ceux qui travaillent sur le RPVA, donc qui sont les systèmes, mais ils se sont jamais rencontrés. Donc, Sonati, c'est une 95. Oui, Je pense que c'est des problèmes vraiment enchevêtrés les uns Bien les autres. sûr. On a encore le problème d'abondance en termes de budget dans le service public de la justice. Bon, il paraît que c'est la fin d'abondance, donc Et puis c'est pas le même service, c'est le secrétariat général qui gère le budget réservé à l'informatique. Donc après. Ça peut être aussi malheureux, quoi. Ça fonctionne bien quand même administrativement. Oui, mais vous avez vu le budget c'est qu'ils pas ont. le même budget. Ils ont un budget C'est pas autonome. du tout le même budget. Ils sont très très riches. Ils sont très riches. Pourquoi par exemple ils ont évité les recours Et bah parce qu'on n'a pas l'argent, parce qu'ils sont très très riches. y compris à la Cour Le d'appel. conseil de l'examen, ça n'est pas le Oui. ministère de la Justice. Mais non, Ça n'a mais- rien à voir. Non, Bien bien ça, la sûr, question. c'est vrai. D'ailleurs, le traitement des magistrats non plus. Non hein. Judiciaire, J'encourage mon administratif. cher Alexandre à partir au conseil des Bah, je il rigole. a bien raison là. Je Là, rigole. il a bien raison. Alors, donc des petites observations. Donc on attend la V2. Bah oui, on attend la V2. Moi je. Alors, est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a plus le bandeau avec le compte à rebours? C'est ça. Moi je. Non, me mais suis c'est pas- au premier semestre. Ah voilà, donc voilà, c'est Ah, non. c'est ce qu'on a dit. Ah, précédent. faut tenir l'actualité. Ben, Non, mais c'est fini. apparemment, il n'est pas au point le. Mais c'est fini. C'est le premier Premier semestre. semestre, c'est ce qu'il se dit. Non, 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 Le non. truc qu'on nous avait Ça annoncé. avance. Non, on attend quand Je même sais, un on feu nous vert, avait même s'il faut annoncé- plus les on formations. nous avait annoncé le 31 mars la fin, Voilà, mais c'est il faut terminé, plus, oui. c'est à la fin de l'RPVA. À l'ELV, on a plein voilà, dans lesquels Mais on à dit, chaque voilà. fois, ceux qui Ils ont eu se sont des dit qu'il a vendredis. basculé sur le RPVA 2, donc Les la dernière pauvres. fois quand c'était avant le 1er janvier, ou 31 janvier, je sais plus, 2020 ou je sais plus quelle année, et maintenant avant le 31 mars, bah, il y en a plein qui ont perdu des tonnes de trucs. Quoi. Ouais, non, il faut vraiment, je pense, basculer quand il y a vraiment le feu vert du CNV. Voilà. Disant, Donc c'est prévu à la fin du premier semestre 2023. Ouais. Alors, Fatia nous dit que l'outil de partage du CNB est très bien, mais actuellement uniquement pour échange entre confrères. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a un outil. Ouais. Eh oui, oui, Ouais, oui, bah oui, oui. c'est vrai. vrai. Ok. On va donc, dernier point, nos deux charmantes encyclopédies, nos deux brillantes encyclopédies de l'appel, la procédure d'appel. Je voudrais qu'on Encore vivant, encore on vivant. aborde pour terminer C'est immortel. le premier président et alors, sur les référés. Non. Parce que ça marche pas. Ah bah non, non, il arrête jamais rien. Le premier. Enfin, cela étant, vous n'oubliez pas quand même, article 514-3 du Code de procédure civile d'exécution, de faire des observations en Oui. première instance. Vous avez une espèce de, j'allais dire une mention formelle, hein, Oui. pour le coup, voilà. Encore la trame à mettre à jour. Encore une trame à mettre à jour. Oui, mais celle-là, c'est depuis Oui, en 2019 première quand instance, même. ouais. hein, voilà. En première instance, ne pas oublier de faire des observations pour se réserver très éventuellement la possibilité d'invoquer des conséquences manifestement excessives préexistantes au prononcé du jugement. Ouais. Voilà. Bon, mais à part ça, oui, tu veux dire quelque chose Non, oui, alors sur cette question, On en il y a avait eu- il y a discuté, même- il y a- hein. il y a même eu un débat de savoir si lorsque l'on est en Oui. référé, où il y a une exécution provisoire de droit, est-ce qu'il faut quand même demander pour se ménager? Et donc là, aujourd'hui, en tout cas à Paris, le pôle 1, chambre 5, dit non. Dès lors que Oui, l'exécution provisoire de droit ne peut pas peut être pas être écartée, arrêté. c'est inutile de présenter ces observations sur les conséquences manifestement excessives. Là maintenant, en tout cas, c'est une jurisprudence constante du pôle 1, chambre 5 de la Cour, donc pas de Oui, oui, c'est assez difficulté. répandu dans les autres Ouais. cours aussi. Donc l'enjeu aujourd'hui, Dans c'est vrai que les devant le autres premier tribunaux. président, c'est vrai que c'est très restrictif et on a quand même, avec des articles 700 extrêmement lourds. C'est-à-dire que les articles Oui. 700, j'ai envie de dire une fois sur deux, ils sont plus lourds devant le premier président que dans la décision au fond de première instance. Et moi j'ai déjà vu des 2500 euros avec l'article 700 en première instance, donc au fond, et c'est des 3500 euros devant le premier président. Ce qui crée quand même, enfin on a compris le message, ça c'est clair, mais Ouais. quand même, il y a une distorsion sur cette question d'article 700, ça c'est le premier point. Et puis deux, aujourd'hui quand même le débat, il se noue plus que sur l'arrêt de l'exécution provisoire, sur la question de l'aménagement de l'exécution Oui, provisoire, c'est ça. où là, on peut essayer de sortir des critères très restrictifs pour tenter, si on Alors, oui, d'abord, avant d'aborder c'est cette pas... question, parce que et on voit, pardon, juste avant d'aborder ces questions-là, on voit quand même des questions défiler sur comment on saisit le premier président.
Ouais, mais ça c'est. Ben, c'est 514 Oui. 6 Oui. qui Il nous y a dit- des questions récurrentes. Ah, d'accord. sur ça. Ah, d'accord. Pas là, mais on voit défiler sur les groupes. Donc, Ah d'accord, Bon, non, alors- non, la saisine du Voilà. premier président. quand est-ce qu'on peut le saisir Comment ben, on peut le saisir Il faut faire appel d'abord. Oui. Voilà. En Non, cas mais- d'appel, hein. ouais, mais on voit la question se Ouais, poser. ouais. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler juste voilà, Oui, la base vas-y. Et est-ce qu'après le conseiller de la mise en état D'accord. Alors, Ah oui. la question. Voilà. oui. Alors déjà, évidemment, pour saisir le premier président de la Cour avec ses pouvoirs d'aménagement ou d'arrêt de l'exécution provisoire, la première condition, effectivement, c'est de faire appel. C'est-à-dire que très concrètement, quand vous allez prendre une date pour assigner au titre de l'exécution provisoire, le greffe vous demande la déclaration d'appel. Vous devez joindre le projet d'assignation, la déclaration d'appel et le jugement. Si vous n'avez pas la déclaration d'appel, il ne vous donne pas de date. Et si vous venez de faire appel et que vous n'avez pas encore la déclaration d'appel rematérialisée, il vous donne la date, mais il faut très rapidement, dès que vous avez la déclaration d'appel rematérialisée, faire suivre la déclaration d'appel rematérialisée. Donc ça, c'est pour la saisine du premier président. Vous avez une date et ensuite vous assignez naturellement à la date qui vous est fixée contre le défendeur et vous placez votre assignation en déposant votre assignation au greffe, là en l'occurrence du pôle 1 chambre 5. Vous avez vu que ça a changé et maintenant c'est au greffe civil qui est centralisé le pôle 1 chambre 5 sur la prise de Alors, date Paris, et sur les Paris. enrôlements à Paris. À Paris, c'est oui. à Paris. Là, on a- Ah oui, c'est Mais il y a la France. je ne s'arrête pas à Paris. Paris, Lyon-Belgique, je suis d'accord. Non mais le niçois que je suis va pas plus loin que Paris quand même. Mais voilà, donc effectivement à Paris en tout cas, là c'est vraiment la cuisine interne, c'est auprès du greffe civil central que les dates sont délivrées, qu'ils prennent les retours des assignations et autres. Voilà, c'est des questions très concrètes. Non, on se déplace, et physiquement, il n'y a pas de communication électronique avec le premier président. Ouais. Et donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est pour les demandes d'arrêt et de suspension d'exécution provisoire. Et un point qui revient parfois souvent, c'est, imaginez, vous êtes en circuit à bref délai. Donc on a vu tout à l'heure qu'il n'y a pas de conseiller de la mise en état, donc les demandes de radiation se font auprès du premier président. Donc c'est exactement de la même manière. Vous allez auprès du premier président, vous prenez la date, etc. Mais la question qui se pose, c'est imaginez, circuit à bref délai, l'appelant saisit tout de suite le premier président pour une demande de suspension de l'exécution provisoire, et vous, à titre reconventionnel, vous demandez la radiation. D'accord ? Alors, est-ce que cette demande, et là la question se pose, est-ce que la demande de radiation, elle doit être faite forcément par voie d'assignation ? Et c'est vrai qu'on ne retrouve pas l'équivalent de 514.6 pour la demande de radiation. Est-ce que vous me comprenez ? Ou est-ce qu'elle peut être faite par voie de conclusion ou à l'audience ? Voilà. Et même, il y a sous réserve qu'elle soit faite dans le délai pour conclure d'un mois, bien évidemment. Mais en tout cas, la forme de la demande de radiation en réponse à une demande de suspension de l'exécution provisoire, il y a une interrogation. J'ai rien vu de spécial d'ailleurs dans le problème chambre 5. Il semble admettre par voie de conclusion ou à l'oral, mais je pense que ce serait peut-être des fois prudent de véritablement assigner, de prendre de date, ne serait-ce que pour suspendre formellement son délai pour conclure au fond et avoir date certaine sur la suspension de notre délai pour conclure au fond, puisque la demande de radiation suspend le délai pour conclure au fond quand on est intimé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Alors moi demain j'attends justement une suspension De l'exécution d'accord, provisoire devant le premier président. Un arrêt. Un arrêt, oui. une ordonnance ou un arrêt ou... Non, mais l'arrêt de l'exécution. Ah, l'arrêt, Voilà. Et on demande, j'étais pas en première instance, on demande à ma cliente 110 000 €. Elle ne peut pas payer. Moi, j'ai ma déclaration. Donc, si j'ai pas cet arrêt de l'exécution provisoire, je me tue, je me pends là, on ne peut rien faire puisque mes conclusions, elle ne peut pas payer, donc mes conclusions vont être irrecevables. Non, pas irrecevables. Il ne peut y avoir une radiation de la peine. Oui, mais tant qu'elle n'a pas payé, je ne peux rien faire. Mais là, c'est un arrêt que vous avez Ça y est, ça s'est arrêté. Comment ? Non, le premier président a arrêté l'exécution. Je ne sais pas, c'est demain. Mais c'est ce que vous souhaitez, est-ce qu'il arrête ? Oui. Ouais. Et s'il n'arrête pas, vous dites que c'est une catastrophe. Alors non, la dernière voie possible dans ces cas-là, c'est éventuellement, pour éviter un débat rapidement sur de radiation, c'est éventuellement de saisir le juge de l'exécution pour des délais ou pour une exécution partielle. Pardon ? C'est déjà pas mal, c'est de donner 24 mois, mais ça, sauf si ça ne suffirait pas. Non, mais après, la radiation... Oui, mais ça ne changera rien sur l'instance d'appel. Oui, c'est ça. Si, est-ce que le conseiller, si vous avez une décision du GEX
ou une instance en cours en disant il y a des demandes de délai, le Conseil d'administration d'État pourra difficilement radier quand même dans l'attente de l'issue de la décision du juge de l'exécution. Mais ce sera provisoire. Mais ce sera provisoire. Après, il y a toujours le paiement partiel, puisque la demande de radiation, ça reste une faculté pour le Conseil d'administration d'État, de radier ou pas. Si vous payez 10, 15, 20% de la condamnation, oui, il peut ne pas radier. Est-ce que vous avez des chances d'obtenir l'infirmation de la décision, c'est ça? Oui. Oui, une vraie réformation, bon. Mais oui, je n'étais pas en première instance, mais je pense que les arguments sont bons. Et j'ai prouvé tout par la jurisprudence, les conséquences manifestement excessives. Alors maintenant, je suis sur Versailles, on m'a dit que tu ne vas rien avoir sur Versailles. Oui, ce que vous dites, c'est que l'audience n'a pas l'air de s'être très bien passée, non, du coup? En première... non, l'audience devant le premier président, vous n'avez pas l'air très optimiste, non? Non, je ne sais pas, parce que ma consoeur a relevé plein de choses en disant que c'est de la jurisprudence, c'est un problème de séparation de fait avec les dettes ménagères sur le bail d'habitation avec tout ce qui est indemnité d'occupation qui n'est plus loyer. Donc moi j'ai plaidé là-dessus, ce que mon confrère n'avait pas fait. Donc, mais on m'a dit à Versailles que tu ne tiendras pas. Donc mais j'ai un montant de 100 000 €, c'est ça, vous voyez. Et j'ai maintenant les huissiers qui ont commencé, puisque... Dans ces cas-là, pourtant, l'impossibilité d'exécuter la décision, c'est une cause de non-radiation, vous avez raison, mais c'est vrai que... On peut plaider exactement le même type d'argument dans le cas d'une radiation, d'une demande de radiation de l'appel. C'est pas parce que vous avez été débouté de votre suspension d'exécution provisoire par le premier président que vous ne pouvez pas replaider dans le cadre d'une radiation et obtenir le rejet de la radiation. C'est ça. L'ordonnance pour le président, elle ne s'impose pas. Elle n'a pas l'autorité de chose jugée. Elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. Même si vous ne partez pas de... Alors, ça peut donner une petite idée, mais bon, on peut se battre encore mais la base, c'est vrai de la radiation. Non plus. C'est vrai, c'est-à-dire que s'il suspend... si suspend, c'est... Oui. Par contre, moi j'ai déjà vu des radiations, et après des radiations, une demande de suspension d'exécution provisoire qui est acceptée, ça permettait de rétablir l'affaire. Alors, deux questions. Madame Lanterre. Non, elle synthétise. Elle synthétise les deux hypothèses. Donc, est-ce que on peut retourner voir le premier président qui aurait rejeté la demande? Et s'il y a un élément nouveau, est-ce qu'on peut retourner le voir? Alors moi je l'ai déjà fait une fois, et sur le fondement de l'article 488 alinéa 2 du Code de procédure civile, en référé avec une rétractation. C'est bien pour ça que je précise avec un élément nouveau. Parce que l'ordonnance de référé, elle n'a pas d'autorité principale, et elle a autorité de chose jugée au référé, sauf circonstances nouvelles. Donc oui, on peut retourner voir le président, mais il faut vraiment des circonstances nouvelles. Elle m'a écrit par ailleurs qu'il y avait un élément comptable nouveau. Et pas une nouvelle interprétation de faits préexistants. Ça n'est pas valable. Donc il faut, c'est les circonstances. Un élément nouveau. Quelle est la formule indiquée dans les conclusions en première instance pour se ménager une saisine du premier président pour un arrêt de l'exécution provisoire? Et après tu parleras de l'aménagement puisque c'était sur ça que tu voulais... Non, c'est pas pour se ménager la saisine du premier président. La saisine elle est toujours recevable. Mais on ne peut se prévaloir des conséquences manifestement excessives préexistantes au prononcé du jugement que si on a fait des observations en première instance. D'ailleurs, il y a écrit observation sur l'exécution provisoire. Alors moi, je ne sais pas quelle est la formule bateau. Je faudrait peut-être ratisser là en disant que s'il y a l'exécution provisoire, ça entraînerait parler des conséquences manifestement et que c'est incompatible avec la nature de l'affaire. Conséquences manifestement excessives et incompatibles avec la nature de l'affaire. La formule du code, c'est incompatible avec la nature de l'affaire, mais comme on voit quand on appelle, il parle de conséquences manifestement excessives, il ne faut pas oublier de parler des conséquences manifestement excessives dès le premier juge. Et la seule chose consiste à avoir formuler des observations pour être recevable devant le premier président pour ce qui concerne ce qui est antérieur
Absolument. Vos Oui. jugements. Donc il suffit d'avoir évoqué la question. Enfin, Oui. on n'est pas de jurisprudence en état sur Non. l'appréciation. Je pense qu'il faut quand même volume. indiquer que les conséquences manifestement excessives en l'espèce rendent l'exécution provisoire de droit incompatible Oui, avec voilà, la nature c'est ça, de ouais. l'affaire. Et hop, comme ça, Ouais. on a les deux formules et, Ouais. et le juge se débrouille avec ça. De toute façon, comme c'est un pouvoir discrétionnaire, Bien sûr, ouais, l'exécution. tout à fait. Il répondra peut-être même pas, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, même si vous avez oublié dans vos conclusions, vous êtes devant le tribunal de commerce, la procédure électorale, essayez de faire acter jusqu'au dernier moment, vous avez la possibilité quand même de vous ménager cette porte de sortie devant le tribunal de commerce, Oui. qu'on ne pouvez pas faire Oui. devant le tribunal judiciaire. Donc, au Absolument. moins, bien faire acter si vous trouvez greffier, parce qu'à Paris, devant les juges rapporteurs, on plaide sans greffier Et oui. et avec un juge qui. Voilà. Mais il acte tout en vrai, c'est que juge. Donc c'est important en tout cas, jusqu'au dernier moment, de bien vérifier dans vos conclusions, de mettre 3 mots là-dessus. Oui. Ou aux conclusions orales ou écrites. Alors, est-ce qu'on peut clôturer sur l'aménagement de l'exécution provisoire? Parce que je t'avais interrompu pour avoir... Oui, c'est important. Parce que oui, si on n'a pas l'arrêt, on peut avoir au Oui, moins l'aménagement. Alors l'aménagement, effectivement, et là la jurisprudence, ça semble toujours d'actualité, c'est-à-dire que on sort des deux conditions qui sont prévues pour l'arrêt de l'exécution provisoire, c'est-à-dire les moyens sérieux d'annulation ou de réformation, les conséquences manifestement excessives, et donc on peut demander cet aménagement, c'est-à-dire une caution bancaire, une consignation ou autre, si quand même on justifie, c'est la formule, hein, après ça peut varier des cours à l'autre, mais d'un intérêt légitime à priver le créancier, c'est-à-dire le gagnant de première instance, de la perception immédiate des fonds. D'accord? Et donc dans ces cas-là, on sort du simple cadre des doubles conditions pour envisager d'autres circonstances qui permettraient de fait, le plus souvent ou comptable ou autre, mais qui permettaient quand même de priver, en tout cas, le gagnant de première instance de l'obtention immédiate des fonds, le domicile à l'étranger, avec son moyen d'annulation ou de réformation ou autre, eh bien, ça peut justifier parfois un aménagement ou une garantie supplémentaire qui n'aurait pas été ordonnée par le premier juge, parce que le premier juge lui-même peut quand même subordonner ou ordonner certaines garanties. Sachant que c'est pas toujours évident, parce que si par exemple on lui demande de consigner les 100 000 euros à la Caisse des dépôts et Oui, et consignations, ça, c'est vrai que ça quand va on pas demande... avoir un effet. Non, et c'est vrai que quand on demande la intéressant. consignation, ça prive d'intérêt en disant j'ai pas les moyens. Donc Bah oui, c'est c'est souvent Et les cautionnements bancaires, c'est payant, Oui, enfin, oui. ça devient Et pas compliqué. toujours accordé. pas toujours garanti. Hein, on voit que Ça peut arriver. ça peut arriver. Pas en France, pas en France. Voilà. Mais donc ouais, sur l'exécution provisoire, alors oui, c'est pas mal devant le premier président parce que parfois il y a des quand même ça peut arriver puisque ça boucle un peu sur la question aussi du jour fixe. Vous savez que là pour votre affaire notamment, ça peut être intéressant et ça force parfois le juge à arrêter l'exécution provisoire pour éviter d'avoir à statuer sur cette question. C'est que vous pouvez tout à fait solliciter si vous mettez votre dossier en état lorsque vous arrivez devant le premier président. Lorsque vous indiquez qu'il y a peut-être des conséquences manifestement excessives mais qui ne sont pas réunies, qu'il y a eu un problème de péril, d'invoquer devant le Premier président ou de solliciter devant le Premier président la fixation de l'affaire à jour fixe. D'accord? Par la technique de la passerelle. Et ça, c'est pas rare que le Premier président y fasse droit si vous démontrez. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous plaidez devant lui. Donc vous avez la possibilité de le sensibiliser, on va dire, sachant que quand vous présentez un jour fixe, vous ne voyez pas le magistrat, mais là, quand vous plaidez devant le Premier président, vous plaidez bien sûr votre arrêt d'exécution provisoire en disant si vraiment les conditions ne sont pas remplies, peut-être que cette affaire elle mériterait malgré tout, et là vous avez peut-être un dialogue qui s'ouvre, de demander un jour fixe par la technique de la passerelle, et c'est pas rare, enfin en tout cas ça peut se solliciter, et l'intérêt c'est encore une fois, dans les plaidoiries, d'avoir au moins ce dialogue avec le magistrat, de sensibiliser peut-être sur l'intérêt de fixer cette affaire à jour fixe. Ça c'est possible, la procédure pour un président peut conserver aussi un intérêt pour tenter un jour fixe que l'on n'aurait pas fait au départ. Même si, bien sûr, c'est pas gagné, c'est pas garanti, mais ça permet en tout cas d'avoir cet échange sur l'opportunité de faire fixer à jour fixe par la technique de la passerelle, quand il y a des délais d'autorisation très longs pour votre affaire, par exemple, si les circonstances étaient réunies, peut-être que ça le justifie. Alors, il y a une dernière question qui est, pardon, je ne l'ai pas reçu sur mon téléphone encore, mais peut-on évoquer une compensation pour éviter une exécution provisoire à la suite d'une condamnation du GEX? Le GEX condamne, là, depuis quand? Le GEX, il intervient en matière de saisie, donc il y a une voie d'exécution et on invoque une compensation.
c'est un peu tard quand même, hein, quand on est devant le GEC. Ça veut dire qu'il y a déjà un titre exécutoire. La compensation, il aurait fallu l'invoquer devant le juge qui a condamné. C'est ça. Mais non, mais peut-être que comme on n'a pas le dossier ni la chronologie, on a du mal à comprendre la question en fait. Oui. Enfin, moi, Jacques, peut-être peut-être un algorithme intégré. Non, je ne sais pas, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Mais mon chat GPT interne n'arrive pas à ses limites, Il ne suit pas là. Peut-être liquidation d'astreinte et condamnation GEC. Ah, l'astreinte. De toute façon, dans l'astreinte, c'est pas la peine d'évoquer une compensation, il faut invoquer le rapport de proportionnalité et demander au GEX qui liquide l'astreinte de calculer le montant par rapport à l'enjeu du litige. Puisque vous savez que la Cour de cassation, maintenant, lui permet de diminuer le montant de la condamnation au regard de l'importance du litige, des enjeux du litige. Mais... Alors, la question est précisée, non, c'est une condamnation à des dommages d'intérêt pour saisie conservatoire illicite. Abusive. Ah, d'accord. Ok, dommages d'intérêt pour saisie conservatoire illicite. Et il veut invoquer la compensation, mais on ne peut pas compenser une sanction pour abus du droit avec une condamnation principale. Et puis de toute façon, pour compenser, il faudrait qu'il y ait une créance. Le juge ne peut pas statuer sur une créance le GEX, il n'est pas compétent pour statuer sur le fond des dommages d'intérêt d'une créance pour la compenser après. Non. Donc c'est cuit. Non. Et puis il ne peut pas statuer il ne peut pas évaluer une créance pour opérer une compensation. C'est interdit. Il y a même un arrêt récent là où il avait statué sur des dommages et intérêts pour non-exécution de la créance antérieurement au titre exécutoire et il a été cassé, le juge de l'exécution. Non. Voilà, écoutez, il est 19h, donc on a couvert à peu près tous les sujets qu'on voulait couvrir. On vous remercie pour votre attention. On essaiera de répondre à la question qui était relative à l'ordonnance mesure provisoire. Mais à mon avis, c'est de droit. Moi, je pense que c'est de droit. Et on vous remercie pour Elisabeth. On vous remercie. Et alors, Anne-Constance, j'avais préparé avec Jacques qui a beaucoup écrit sur la motion d'appel dans le guide pratique. Donc j'ai extrait du guide pratique des questions et mise à jour avec les réformes parce qu'on n'a pas fait de site d'édition cette année, donc mise à jour avec les arrêts de l'année dernière, arrêts et avis de l'année dernière et de cette année. Je vais compléter avec 2-3 points qui ont été évoqués ce soir. Et Anne-Constance fera parvenir à ceux d'entre vous qui souhaitent obtenir ce support. Sinon, je peux le mettre aussi, peut-être, si tu acceptes, sur le site, tout simplement, puisque Aliénor nous fait la gentillesse de nous avoir préparé un fort joli support. Sur la dernière, l'intervention de la dernière fois, et qui récapitule un peu tout ce qu'on s'est dit. Donc, je le mettrai sur le site, comme ça vous pourrez tous le voir. Sachant que Aliénor est suffisamment gentille pour qu'on puisse la contacter très facilement, que ce soit sur les réseaux, on va vous mettre un petit QR code justement pour pouvoir la contacter facilement si vous avez envie de poser une question. Oui, je sais, on est très très moderne. Ah oui, ça n'intéresse pas. Ça m'impressionne aussi, moi. On sait passer les ordi, mais alors on sait faire les QR Je codes. peux augmenter depuis mon message sur WhatsApp à Et alors, on a une dernière bonne nouvelle moi je suis très contente. On va avoir une formation là qui est en préparation. Qui sera un jeudi d'avril, alors on hésite encore. Le 13. Alors j'apprends une temps. Ce sera le 13, donc ça va nous porter bonheur. Ce sera pareil, je pense, en présentiel et en distanciel si les grèves nous laissent un peu tranquilles. Ce sera pareil en replay également. Et alors, comme on aime bien les jeux de mots vaseux et les blagues un petit peu nul de temps en temps, on a choisi de l'appeler Mar d'attaque, voilà, comme Mars attaque. Et comme on a fait, Magendie est un long fleuve tranquille. Mais pas, je t'assure, les chats. On aime bien, voilà, c'est notre marque de fabrique, en tout cas c'est la mienne personnellement, et j'assume parfaitement. Donc on espère vous revoir le 13 avril, au moins en distanciel, pour cette formation, et je peux vous dire d'ores et déjà que les intervenants sont juste extraordinaires et qu'on a une chance de fou.
Si tu veux dévoiler un petit peu, tu peux. Sinon, si tu veux garder la surprise, tu peux. J'ai pas encore posé la question à Nathalie et je ne sais pas si elle sera présente le 13, mais on En verra ça. distanciel. En distanciel, sinon on aura Fabrice Vert aussi en distanciel. J'attends la réponse de Irbod de Gagnazar qui était d'accord sur le principe. On aura Edwige Galderou. Et on aura la présidente de l'association aussi qui est. Voilà, donc on aura du droit collaboratif, du droit participatif et de la médiation. Et peut-être, Edwige nous a suggéré du MEDARP, j'y avais même pas pensé. Mais voilà, donc ce sera 4 sessions d'une demi-heure sur chacun des modes alternatifs. Et voilà. Et moi, je suis très contente parce que rien que le mot MEDARP, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais avoir besoin d'informations et je suis fort ravie qu'elle arrive très vite. Voilà. Et c'est vrai que c'est d'autant plus d'actualité maintenant avec toutes ces questions de césure qui nous arrivent. Donc voilà. Alors, juste pour nos 2 intervenants absolument merveilleux ce soir, vous avez reçu un paquet de remerciements, de merci beaucoup, merci c'était passionnant, merci Danse, Champagne à distance pour nous remercier. Voilà, je crois qu'on fera appel à vos compétences. Merci infiniment à tous. Jacques est également très disponible. C'est bien. Et nous, on va aller prendre l'apéro. N'hésitez pas. On vous remercie pour votre attention encore. Merci. Au revoir. Merci. Tac.